L'histoire commence avec un garçon nommé Shina qui marche dans la nuit en utilisant son smartphone. Soudain, il voit des gens sortir en courant d'un magasin. Deux jeunes filles le bousculent et tombent par terre. Shina remarque qu'un criminel est derrière elle, brandissant un couteau et voulant les tuer. Shina essaie immédiatement de s'enfuir, mais les deux filles sont effrayées et ne parviennent pas à s'échapper. À ce moment-là, le criminel s'approche d'elles pour les attaquer, mais Shina veut les sauver. Il décide d'arrêter le criminel et se précipite vers lui, le faisant tomber. Il dit aux filles de s'enfuir, cependant, le criminel l'a poignardé et s'enfuit immédiatement. En voyant cela, les filles viennent le vérifier et commencent à pleurer. Shina est heureux de les avoir sauvées mais se sent mal de les avoir fait pleurer. Plus tard, il se réveille dans une chambre privée élégante. Il se demande s'il est à l'hôpital et se souvient qu'il a aidé des filles. À ce moment, une femme de ménage le voit et l'appelle Maître Cain. Pendant ce temps, une autre dame le serre dans ses bras et lui demande s'il reconnaît sa mère. Cependant, Shina est confus car il ne les connaît pas. Soudain, il remarque son reflet dans le miroir et commence à paniquer, ne comprenant pas ce qui se passe, où il est, et pourquoi il l'appelle Maître Cain. Après un certain temps, il se calme et réalise qu'il a été réincarné. Il est révélé qu'il a dormi une semaine à cause de la fièvre. Sa mère pense qu'il doit avoir faim, et ils partent préparer de la nourriture pour lui. Shina se regarde dans le miroir et réalise qu'il n'a pas survécu et a été réincarné en tant qu'enfant dans un autre monde. Cependant, il est excité et décide de vérifier sa taille. La femme de ménage le voit, le rendant gêné, mais il obtient beaucoup d'informations d'elle sur lui-même et sa famille. Il découvre que son nom est Cain, qu'il a 3 ans, que son père s'appelle Garm, et que sa mère s'appelle Sarah. Il a aussi une sœur nommée Reine, qui a 2 ans de plus que lui. Cependant, Sarah est la deuxième femme, la première femme s'appelle Maria, qui a 2 fils. Cain est le 3e fils. Garm est un noble de haut rang avec sa propre armée, et il protège le royaume de Sylphor. Shina apprend qu'il existe une forêt de monstres, des aventuriers les protègent, et certains peuvent utiliser la magie. Shina est excité d'apprendre tout cela et veut essayer d'utiliser la magie. Actuellement, Shina a décidé de vivre sa vie ici, car dans le monde d'où il vient, il était orphelin et vivait seul. C'est pourquoi il n'y a rien qui lui manque. Soudain, Shina décide d'étudier, ce qui surprend ses parents. Mais son père Garm précise qu'il ne peut pas lui laisser son domaine, donc il doit réussir par lui-même dans la vie. Shina décide alors de lire des livres sur la magie dans l'histoire du royaume, car il est plus intéressé par la magie. Cependant, sa sœur Reine explique qu'il n'est pas encore prêt car il doit aussi être baptisé comme elle et attendre d'avoir 5 ans. Personne ne croit qu'il peut utiliser la magie, mais Shina commence à s'entraîner seul. Un jour, sa sœur le surprend presque en train de faire de la magie, mais heureusement qu'elle n'a rien vu. Reine commence à lui enseigner les 300 ans d'histoire du royaume de Sylphor et comment son premier roi a commencé en tant qu'aventurier avant de construire le royaume. 2 ans passent et enfin vient le moment de sa cérémonie de baptême. Maintenant, il a 5 ans, et ses parents et sa sœur sont très heureux car il a l'air si mignon. Aujourd'hui, il voit le monde extérieur pour la première fois, et c'est le monde alternatif dont il rêvait dans sa vie passée, avec des bâtiments anciens, des soldats, des monstres et même de la magie. Pendant ce temps, il demande à sa sœur à quoi cela ressemble d'être doté de la magie de statue. Reine ouvre ensuite son statut pour lui montrer. Il regarde et voit ses niveaux de magie, capable d'utiliser 3 éléments magiques différents. Sa mère révèle que Reine a reçu le niveau 2 de bénédiction du dieu de la magie, mais Shina ne peut pas comprendre ce qu'est la bénédiction et le niveau. Son père explique ensuite que la magie et la bénédiction sont atteignables au niveau 1 à 5, plus le niveau est élevé, plus le talent naturel de l'utilisateur est élevé. La bénédiction est une chose très pratique qui détermine combien de magie est nécessaire pour activer un sort, et cela affecte aussi les compétences. Bientôt, ils atteignent le temple dédié au culte des 7 dieux piliers. Shina est excité pour sa cérémonie de baptême, et sa sœur espère qu'il recevra beaucoup de bénédictions et de magie des dieux. Dès le début de la cérémonie de baptême, ils entendent quelqu'un rire. Les statues commencent à briller, et ils sont émerveillés de voir cela. Shina ouvre alors les yeux et se trouve dans le monde des dieux, où résident les 7 dieux. Les 7 dieux apparaissent devant lui, qui ont attendu longtemps pour ce jour. Il l'appelle par son ancien nom, et il est surpris que les dieux eux-mêmes se présentent pour un baptême. Ils se présentent un par un et révèlent que sa mort était inattendue. Il protégeait 2 jeunes filles du criminel, mais le criminel allait trébucher et tomber, et être arrêté, donc il n'était même pas nécessaire. Cependant, il est mort en faisant une bonne action, c'est pourquoi le dieu de la terre a demandé de le réincarner dans ce monde. Ils ont essayé de bloquer ses souvenirs pour lui éviter de se rappeler des moments traumatisants tels que l'allaitement et le changement de couche, mais pour une raison quelconque, il s'en souvenait à l'âge de 3 ans. Sachant cela, Cain dit qu'ils n'ont pas besoin de s'excuser, car puisque ses souvenirs sont revenus si rapidement, il a pu apprendre à écrire et à utiliser la magie, et surtout, il vit avec ses parents et sa sœur. Il les remercie de lui avoir laissé ses souvenirs. Maintenant, chaque dieu lui accorde leur bénédiction, magie et compétences. Ils promettent également de le revoir. Cain ouvre les yeux, et son père lui demande s'il peut leur montrer son statut. Cependant, Cain a un mauvais pressentiment à ce sujet,
Alors il fait semblant d'avoir mal au ventre et s'enfuit de là. Il ouvre sa fenêtre de statue et est surpris de voir cela, car il a toutes sortes de magie et de bénédictions au niveau 10. Il se demande ce que diable font ces dieux, car on lui a dit que le niveau 5 est le plus élevé. Maintenant, Caïn décide de le cacher, car il ne peut pas laisser quelqu'un le voir. À ce moment-là, il découvre que le dieu de la création lui a donné un sort de dissimulation de statue. Le remerciant pour cela, il cache ses vrais niveaux de magie. Pendant le dîner, tout le monde célèbre le 5e anniversaire de Caïn. Son père lui demande ensuite s'il a pu vérifier son statut et lui dit de le montrer. Lorsque Caïn ouvre son statut magique, tout le monde est émerveillé, car il a la protection non seulement du dieu de la création, mais aussi des 6 autres dieux. Cependant, Caïn a oublié de corriger son pouvoir magique, qui était de plus de 344 000. Son père dit que même les mages du palais n'ont qu'environ 10 000, mais il n'a que 5 ans et possède même l'inventaire et l'expertise aussi. Ainsi, Caïn peut obtenir un succès garanti dans n'importe quoi. Cependant, Réine est très heureuse de le voir, mais son père lui interdit de montrer ce statut à quelqu'un d'autre car c'est très prometteur, mais cela pourrait aussi être perçu comme une menace pour le royaume. Il interdit également à tout le monde d'en parler. Après un certain temps, Caïn vient dans sa chambre et trouve un livre sur la magie d'invocation. Il se demande s'il pourra invoquer des animaux moelleux, car c'est son rêve. Il sort avec ce livre et commence un rituel d'invocation. Il voulait invoquer un animal moelleux, mais étonnamment, c'est un monstre, et Caïn s'inquiète en le voyant. Pendant ce temps, Réine et Parma sont également là. Le monstre veut les tuer, mais Caïn se met devant eux pour les protéger. Il se souvient de comment il avait protégé 2 jeunes filles dans sa vie précédente, alors il saute à nouveau pour tuer le monstre en utilisant sa magie. Cependant, le monstre le frappe fort et le repousse, mais Caïn veut protéger Réine et Parma à tout prix. D'une manière ou d'une autre, il parvient à lancer son sort d'invocation et renvoie le monstre d'où il vient. Caïn tombe au sol, et sa sœur Réine pleure en le voyant. Caïn pense qu'il a encore fait pleurer des gens et se demande s'il va mourir à nouveau. Cependant, il se rend compte qu'il est en vie, et Réine et Parma, en tant que fille-chat, le serrent. Réine pense qu'il est blessé et décide d'appeler son père, mais Caïn dit qu'il va bien et s'excuse de l'avoir effrayé. Mais Réine est heureuse de le voir en vie. Caïn pense qu'il a fait pleurer ses filles cette fois-ci, mais dans ce monde, il peut aider les gens. Pendant le banquet, Caïn se présente à tout le monde, révélant qu'il veut aller dans toutes sortes d'endroits différents et surtout, il veut protéger tout leur sourire en devenant aventurier. En observant son enthousiasme, son père a décidé d'engager un tuteur pour lui enseigner. Lorsque Caïn l'apprend, il est aussi excité et la bonne le félicite pour cela. Pendant qu'il est allongé sur son lit, absorbé à imaginer qui pourrait être son maître, peut-être un orc ou une sorcière. C'est alors que la bonne l'informe de l'arrivée de ses tuteurs. Il est tellement excité qu'il utilise la magie de téléportation depuis la fenêtre de sa chambre. N'ayant aucune maîtrise, il tombe sur la poitrine de Millie, la considérant comme un enfant. Nina suppose qu'il a sauté sur elle pour se faire allaiter. C'est maintenant le moment de la gêne pour Caïn. Il se présente à ses professeurs, Millie et Nina. Dans son imagination, il pense à l'attaque soudaine du vaurien qui a causé sa réincarnation, ainsi qu'aux dieux qui lui ont accordé une protection de niveau 10 pour débarquer dans ce monde. Personne n'imagine sa puissance car il cache son statut à tout le monde. Sachant qu'il est de noble famille, Millie se montre très formelle et hésitante face à eux. Elle donne sa propre introduction. Qu'elle est une aventurière de Randé. Après cela, elle dit à Nina de se présenter. Comparée à Millie, Nina semble calme, elle dit donc simplement son nom. Millie pense qu'il est inapproprié d'être impoli devant le noble. Le chapeau de Nina a été enlevé et Caïn sait qu'elle est une elfe, mais il leur dit d'être détendus et que son père les a aussi assignés pour lui enseigner l'escrime et la magie pendant les 3 prochaines années. Sans perdre une minute, elle commence à l'entraîner. Afin de vérifier ses capacités, Millie lui dit de balancer son épée comme elle le lui ordonne. Il balance l'épée comme un professionnel. En observant ses mouvements, personne ne peut croire qu'il a 5 ans. Même Nina partage sa perception que Caïn lui est supérieur en escrime. Millie est choquée et a décidé de faire un test factice avec des épées en bois. Elles sont déconcertées quand Caïn leur dit qu'il est récemment passé par le processus de baptême. Il commence à se battre. Chose étonnante, il esquive facilement toutes les attaques de Millie. En observant sa compétence, Nina s'enquiert de son statut pendant son combat avec Millie. Il répond que son père ne l'autorise pas à le révéler à des étrangers. Comme Millie s'est épuisée du combat d'épée avec lui, elle l'a remis entre les mains de Nina pour apprendre la magie. Comparé à Millie, Caïn semble frais, comme si le combat à l'épée était pour lui un jeu d'enfant. Nina a décidé de lui enseigner les bases, mais Caïn lui dit qu'il les connaît déjà grâce au livre, et qu'il a aussi pratiqué. Il leur montre une boule d'eau, une boule de feu, et une balle fusante qui font des trous dans le mur. Nina et Millie sont choquées qu'il ait utilisé de la magie sans enchantement juste avec des livres. Cela révèle qu'il est un génie. En plus de cela, Nina et Millie sont choquées pour de nombreuses raisons. Même la classe S est incapable de faire cela. Cette magie ne peut être obtenue qu'avec un entraînement intense, mais la maîtrise d'un enfant de 5 ans est impossible. Maintenant elles pensent qu'il n'y a rien qu'elles peuvent lui apprendre. Puis il leur montre une serviette et fait apparaître une boîte d'objets,
ce qui les choque encore plus. Alors qu'elle pense qu'il n'y a plus rien qui peut les surprendre, il apparaît avec une nouvelle surprise. Après cela, il leur demande de l'emmener à l'extérieur du manoir, car ils ne peuvent pas s'entraîner ici. Les tutrices pensent aussi que c'est une bonne idée, elles acceptent donc de demander la permission à son père. Cain est heureux car c'est la deuxième fois qu'il sort du manoir. Quand elle demande à son père, Garm pense que ce n'est pas sûr d'envoyer son fils dehors. Les tutrices ne peuvent pas lui enseigner au manoir car il a dépassé le niveau débutant. Elles doivent lui donner un entraînement de niveau intermédiaire. Si Cain commence à s'entraîner là, il peut faire exploser le manoir. En entendant cela, la mère de Cain sourit, mais Garm est déconcerté car il est allé si loin en un seul jour d'entraînement. Son père sait que son fils est extraordinaire, mais la surprise du premier jour est choquante pour lui. Maintenant son père a réalisé cela et leur a donné la permission avec quelques restrictions. Cain n'est pas autorisé à aller loin ni à violer les conditions imposées par son père. Quand il s'éloigne des limites du manoir, Nina prend la responsabilité de lui enseigner la magie. Elle lui dit d'exécuter la magie intermédiaire. Dans un excès d'enthousiasme, Cain utilise la magie de feu qui non seulement fait exploser le sol mais crée aussi une vague de feu fracassante qui brise un énorme rocher. Encore une fois, ses tutrices sont choquées car ce niveau de magie est bien au-delà de l'intermédiaire. Elles pensent aussi qu'il devrait être épuisé car une telle puissance a été consommée dans cette magie. Mais Cain se sent rafraîchi, comme s'il n'avait pas encore fait de magie difficile. Cela révèle qu'il a une endurance illimitée pour faire de la magie. Ce gamin de 5 ans leur en met plein la vue. Puis elles ressentent le danger dans les environs et deviennent prudentes. Les lapins tueurs s'en prennent aux humains, donc les tutrices se préparent à affronter cette bête. Mais le lapin tueur les contourne en leur sautant dessus pour atteindre Cain. Surchargé de puissance, Cain esquive son attaque et le tue d'une seule bulle d'air. C'est la première proie de Cain, il veut donc la montrer à sa mère et sa sœur. Il la garde dans sa boîte à objets. Émerveillée devant la boîte magique, Millie souhaite aussi avoir un sac magique comparable à la boîte, mais ce sac coûte une blinde. En plus de cela, les tutrices ont décidé de continuer la chasse. Nina utilise une magie de localisation d'ennemis qui lui donne la réponse en un clin d'œil. Leurs ennemis sont à 300 mètres d'eux. Maintenant, c'est au tour de Cain d'être curieux, car il veut apprendre le sortilège pour localiser les monstres. En réalisant ces techniques magiques, il essaie d'exécuter cette magie. Quand il crée la fine couche pour chercher le monstre, non seulement il les localise, mais il peut aussi dire leur nombre. Nina le regarde bouche bée, car peu sont capables de faire cela, et certainement pas en un jour. Elle réalise maintenant que ce n'est pas un enfant ordinaire. Ravi, il se dirige vers les lapins tueurs qui sont en grand nombre. Cain anéantit le premier avec son élément de feu. Nina en tue aussi un avec sa baguette magique, et Millie élimine un lapin tueur d'un coup d'épée. Alors que Cain s'apprête à s'occuper du dernier, celui-ci part vers la forêt dangereuse. Cain se dirige aussi vers la forêt pour le combattre, mais les tutrices ne le permettent pas, car elle abrite des monstres dangereux que même les aventuriers compétents sont incapables de vaincre. Une fois par décennie, ils sortent de cette forêt et les attaquent. C'est pourquoi le mur d'enceinte de la ville est assez solide pour empêcher les monstres de le franchir. Ils encouragent aussi Cain à devenir assez puissant pour vaincre ces monstres. Quand il rentre chez lui, il vérifie son statut et est choqué car son statut a dépassé le niveau 8. En tuant quelques lapins tueurs, il atteint le niveau 8, c'est étonnant. En explorant davantage, il a compris pourquoi. Cain a tout au niveau 10, que ce soit les éléments feu, eau et terre qui sont tous au niveau 10. En atteignant ce niveau, tout ce qu'il fait aura une réponse plus de 100 fois supérieure. Comprenant cela, il se met à maudire les dieux car ils lui ont infligé un gros problème. Si les États apprennent son pouvoir, ils le tueront car il peut devenir un problème pour eux. Mis à part cela, il a décidé de se concentrer pour devenir un aventurier, sans penser à ce problème. Le lendemain matin, ses tutrices décident d'en apprendre plus sur les monstres auprès de la guilde. Elles savent que Cain peut tuer les animaux inférieurs en une seconde, elles viennent donc ici pour avoir des informations sur des proies plus fortes qu'il peut chasser. La réceptionniste de la guilde des aventuriers leur parle du loup, mais personne ne l'a encore vu. Elle est aussi heureuse de rencontrer le mignon petit aventurier Cain, qui ne peut pas encore s'inscrire car il n'est pas encore assez grand. Un aventurier de rance les interrompt et humilie Millie en lui ordonnant de lui verser à boire. Nina lui interdit catégoriquement de le faire car elles sont en service. Le guerrier de rance prend cela pour une insulte et empoigne Nina, mais Cain lui dit de les laisser car il veut s'entraîner. Le guerrier se moque aussi de lui, alors Cain le repousse d'une simple claque. Le guerrier se relève et l'attaque à nouveau, mais Cain esquive son attaque à la vitesse de l'éclair et lui donne une leçon avec ses petites mains et pieds. C'est humiliant pour un guerrier de rance d'être battu par un enfant de 5 ans, il saisit donc son épée. Le guerrier de rance attaque Cain en balançant son épée, mais Cain esquive à la vitesse de l'éclair et retient l'épée entre ses doigts avant de le jeter hors de la guilde. Cain donne aussi un avertissement aux guerriers qui ont saisi Millie, mais ils se montrent têtus et menacent de la tuer avec un poignard. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Pour leur donner une leçon, il bondit sur eux et les jette à son maître, submergé par ses émotions. Nina le prend dans ses bras et promet de protéger Cain lorsque le danger surgit. Après cela, il s'entraîne dur et profite d'un repas alléchant. Au bout de 3 ans,
sa bonne entre dans sa chambre pour lui apporter une veste propre. Elle l'informe que ses tutrices ne veulent plus renouveler le contrat malgré l'insistance de son père. Avant les adieux, il veut leur offrir des cadeaux. Il se rappelle alors que Millie raffole des sacs magiques. Pour répondre à son affection, il va dans les forêts menaçantes où il terrasse un ogre sanguinaire avec son assaut de feu. À son retour, il affronte un dragon de terre et le met à terre avec son pouvoir de feu. D'un autre côté, un guerrier voyant l'explosion pense que le monstre s'est échappé. Cain doit retourner en ville par magie de téléportation. Le guerrier prévient tout le monde et il court pour faire face au monstre. Une atmosphère intense règne dans la ville, alors que les habitants prient. Quand son père arrive à l'endroit indiqué par l'armée, il ne trouve qu'un cratère et un mouchoir. Son père est choqué car cela révèle que le monstre n'a pas attaqué et que c'est Cain qui a fait cela. Le jour suivant, Cain tue une meute de loups d'une seule bulle d'air. De leur côté, les tutrices sont aussi tristes car elles vont être séparées de lui. Cain leur offre alors les cadeaux faits par ses soins en guise de gratitude des sacs magiques fabriqués avec l'ogre sanguinaire et le dragon de terre. Quand les tutrices l'apprennent, leur bouche s'ouvre en grand car ces monstres sont invincibles même par les meilleurs aventuriers. Après cela, un autre choc les attend, ces sacs magiques peuvent contenir un manoir entier. En l'entendant, elles sont abasourdies car ces objets devraient être des trésors nationaux. Millie dit que ce sac est beaucoup plus puissant car celui qu'elle voulait acheter peut à peine contenir une calèche. Étant donné la valeur inestimable de ces sacs, les filles pensent que les gens voudront les leur voler mais Cain les rassure disant qu'il a ensorcelé le sac pour être aussi lourd que les objets qu'ils contiennent, une fois qu'ils sont volés. Maintenant les tutrices réalisent que ces sacs sont bien meilleurs que des trésors nationaux. Cependant, elles savent que Cain est un génie donc elles ne lui ont rien appris. Cain leur témoigne néanmoins du respect en tant que professeur et a beaucoup appris. Les tutrices l'embrassent sur les joues, le faisant rougir, et lui disent qu'il peut faire appel à elles quand il veut et elles sont prêtes à aider si nécessaire. Des années plus tard, ils l'ont envoyé à la capitale pour sa présentation publique. Apparemment, c'est un événement auquel chaque fils de noble doit assister. Maintenant, il a 10 ans. Sa sœur Reine veut vraiment vivre avec lui dans la capitale et lui dit de passer l'examen d'entrée pour fréquenter l'école. Son père lui explique que cela se fait à partir de l'âge de 12 ans, donc il lui reste encore 2 ans. Sa sœur, excitée de commencer l'école, elle dit qu'elle sera la meilleure à tous les examens. Comme sa sœur est l'aînée, elle doit travailler dur. Son père lui dit que cela leur prendra environ une semaine pour atteindre la capitale, s'il ne rencontre pas de monstres. Cain pense qu'il devrait rester plus vigilant, alors il utilise un sort de recherche et découvre qu'il y a un combat à 3 km de là. Son père est surpris que le sort de Cain aille si loin. Cain lui dit qu'il y a un groupe de monstres attaquant 10 personnes. Ils doivent se dépêcher. Ensuite, leur père donne l'ordre aux soldats et ils se précipitent pour les sauver. Cependant, Cain réalise qu'ils n'arriveront pas à temps. Alors il fait des plans seul. Son père lui demande ce qu'il fait et Cain lui dit qu'il ira bien. Ensuite, il saute du carrosse et utilise sa magie turbo pour aller à toute vitesse les secourir. À cet endroit, il y a un groupe de monstres sangliers qui attaquaient les soldats du royaume, qui essayaient de défendre le carrosse de la princesse. Ce monstre l'attaque, mais Cain apparaît simplement puis l'élimine. On lui dit qu'un enfant ne devrait pas être là, mais il continue d'avancer. Avec sa magie, il s'envole dans les airs et les monstres prennent les soldats pour cible. Il descend alors à la surface et tire rapidement son épée, avec laquelle il élimine 2 d'entre eux. Maintenant, il n'en reste qu'un. Cain esquive l'attaque du monstre et contre-attaque avec du feu pour faire disparaître le monstre. Ensuite, il demande si les soldats vont bien, mais ils ne veulent pas qu'il s'approche du carrosse. Dans ce cas, il se présente. Il est le 3e fils de Garm von Silfor Gracia. Son nom est Cain. Cela le laisse surpris et les soldats de son père arrivent pour les aider, seulement pour découvrir que les monstres ont déjà été vaincus. Ces soldats tombent en douleur. À quoi Cain s'approche pour les aider. Il va les sauver avec sa magie curative et utilise un sort avec lequel il soigne tous les soldats qui étaient à terre. Cain leur dit de se reposer et de manger des aliments favorisant la production de sang, car il ne peut pas leur rendre le sang perdu. Malheureusement, il ne peut pas ramener à la vie ceux qui sont morts, mais il sauve leur corps pour plus tard. À ce moment-là, son père arrive et est surpris par une telle scène. Ici, il reconnaît le bouclier que le carrosse porte et dit que c'est la maison du duc Santana. La porte s'ouvre. 2 filles sortent. Ce sont la princesse Telestia et Mystique. Son père est ravi qu'elle soit en sécurité, mais Cain est surpris qu'elle soit devant la princesse et la fille du duc. La fille le remercie de l'avoir sauvée quand elles étaient en danger, mais elles se sentent gênées de ne pas connaître son nom. Son père dit qu'il est son 3e fils, Cain. Cain voit que Telestia ne va pas très bien. Alors, il utilise des sorts pour apaiser la douleur des filles. Il fait disparaître leur douleur, leur anxiété et leur fatigue et elles sont très reconnaissantes envers Cain. Il termine son sort et Telestia se jette sur lui en le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Mademoiselle Silk prend aussi sa main et le remercie. Elle complimente aussi sa magie et son habileté à l'épée qui sont si grandes. Telestia l'interrompt pour le moment, mais Silk le tire vers elle lui demandant ce qu'il fait dans la zone. Cain répond qu'il se dirige vers la capitale royale. Quelle coïncidence que les filles se tournent aussi vers elle, alors elles le prennent pour les protéger. Cain demande de l'aide à son père,
mais il ne sait pas ce qui se passe et voit son fils être emmené dans le carrosse. Notre Caïn se demande pourquoi ils doivent voyager comme ça. C'est très serré. Il demande s'il pourrait s'asseoir sur l'autre banquette mais la princesse lui dit non, car elle a encore très peur et se sent mieux auprès de lui. Avec un visage souriant, elle demande à Caïn de l'appeler Télès, mais Caïn ne peut pas appeler la princesse comme ça. L'autre lui demande de l'appeler Silk, mais il lui dit qu'ils se connaissent à peine, mais les filles insistent toujours et il finit par accepter, alors maintenant il les appellera par leur nom. Un soldat vient d'arriver pour les informer qu'ils arrivent à la ville de Noma. Caïn lui demande s'il a tout vu. À quoi le soldat répond oui. Cela le tue de honte et les filles lui disent qu'il prendra une pause lorsqu'ils arriveront. En arrivant à la capitale, Caïn dit au revoir en leur disant qu'ils se reverront demain, mais ils deviennent tous les deux capricieux et commencent à lui dire de les accompagner cette nuit. Caïn refuse et son père est d'accord. Il est inapproprié pour la ville de partager des chambres, à quoi les filles répondent ce qui se passerait s'ils étaient attaqués à nouveau par les monstres qui les protégeraient dans cette situation. Caïn, le seul magicien disponible, finit par accepter à condition que la chambre soit immense. Ils sont d'accord et son père lui rappelle d'être prudent. Ses filles veulent juste le corrompre. Quand ils arrivent dans sa chambre, nous voyons qu'elle n'est pas si grande. Ensuite, ils en profitent tous les deux pour dormir à côté de lui. Caïn dort au milieu et les filles se rapprochent de son lit. Ils réalisent qu'ils vont dormir très proches. Il leur demande de retourner à leur lit comme avant. À quoi ils répondent à nouveau, que se passerait-il si les monstres attaquaient? Ils veulent dormir pratiquement à côté de lui et ils demandent si ce ne serait pas un problème. Caïn, gêné, dit que ça va, bien qu'il sache qu'il passera une nuit très nerveuse. Quelque temps plus tard, on voit que Caïn n'a pas bien reposé. Il n'a pas pu dormir dans cette situation, alors il a passé plusieurs jours sans pouvoir se reposer. Ensuite, ils ont continué à avancer et ont enfin atteint la capitale royale. Caïn est émerveillé d'être au palais et quand il descend du carrosse, ce garçon là-bas les accueille en leur demandant pourquoi elles enlaçaient le garçon. Elles lui disent qu'il était un vrai prince charmant car il les protégeait juste des monstres qui ne sont jamais venus. Dain von Gazette le reconnaît et s'incline devant lui. Il est le vice-capitaine de l'ordre royal de la chevalerie. Les soldats lui ont déjà tout dit. Il le remercie d'avoir protégé les filles et pour ses camarades tombés. Plus tard, on voit que Caïn ramène les corps des soldats, qu'il avait précédemment sauvés. Dain lui dit qu'en général, ils brûlent, ou enterrent leur corps avec un objet appartenant à l'un des soldats, mais que grâce à lui, ils pourront retourner dans leur famille. Caïn sait que ces soldats sont morts en combattant bravement 50 orques pour protéger les autres et demande s'il pourrait dire quelque chose comme ça aux familles des soldats. Dain lui dit de ne pas s'inquiéter, il le dira à ses collègues et à sa famille qui attendent son retour. Grâce à son aide, la mort de ces soldats n'a pas été vaine. Caïn entend les cloches et mentionne qu'il doit partir maintenant, mais l'autre lui dit d'attendre un moment. Ces cloches ont sonné parce qu'il aura une audience avec le roi. Caïn se demande comment c'est possible, il vient juste d'arriver. Ensuite, il se dirige vers leur audience. Il y a beaucoup de gens ici qui attendent. Caïn avance à travers les ombres. On lui demande de lever la tête en arrivant. La princesse Télestia et Miss Silk sont là. Le bras droit du roi raconte ce qui s'est passé avec l'armée des orques. Il dit que le jeune Caïn Silfort a éliminé seul les orques. Tout le monde est étonné d'entendre cela. Après la bataille, il a soigné les soldats blessés et a ramené les défunts vers la capitale royale. Il mérite une récompense pour son grand exploit, car sans lui, les deux filles n'auraient pas survécu. Par conséquent, le roi le nomme baron du royaume et lui offre 10 pièces de platine et une maison. Les gens protestent contre une récompense comme celle-là, et l'un des citoyens nommé Corgi n'interrompt pas, disant qu'il n'est pas possible qu'un enfant de 10 ans soit un noble. Le roi prend la parole demandant à Corgi, s'il peut éliminer seul une horde de 50 orques, quel serait l'intérêt de ne pas valoriser un jeune homme aussi talentueux qu'il le mérite? Il ne va pas changer d'avis et lui demande de partir. Maintenant, il demande à Caïn d'accepter sa nouvelle position. Il sait qu'il n'a pas le choix et l'accepte avec gratitude. Avec cela, le roi met fin à cette audience, mais le roi ne le laisse pas partir aussitôt car il veut discuter avec lui en privé. Dans une pièce, son père le félicite en lui disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il reçoive un titre de noblesse. C'est le premier de ses 3 enfants à avoir ce titre et à ce moment-là, le roi arrive avec les filles et il explique que ce n'est pas une réunion formelle. Il voulait juste le remercier d'avoir sauvé la vie de sa fille. Télestia lui a déjà dit ce qu'il a vu et le père de Silk le remercie aussi. Caïn, embarrassé, leur demande de relever la tête. Il ne l'a sauvé que par pure chance. Néanmoins, le roi lui exprime sa gratitude, non en tant que roi, mais en tant que père. Maintenant, ils vont parler de son avenir. Comment Caïn maîtrise la magie, l'épée et à la bénédiction des 7 dieux. Il sait que c'est un garçon talentueux, c'est pourquoi il en a fait un baron. Il recevra désormais une paye, et a une maison à entretenir. De plus, il y a une question plus importante ici. Les 2 parents lui demandent d'épouser leur fille. Il ne se marierait officiellement qu'à l'âge adulte. Mais il pourrait être fiancé à partir de maintenant. Caïn demande pourquoi ils devraient se fiancer et ils lui disent tous deux de ne pas faire semblant et de ne pas oublier qu'ils se sont enlacés dans le carrosse et qu'ils dorment ensemble. Jusqu'à ce point, personne d'autre ne les marierait. Caïn essaie de leur expliquer qu'il ne l'a pas fait parce qu'il le voulait,
mais ces mots les font penser peut-être qu'il n'est pas satisfait de leur fille. Revenant un peu en arrière, ils planifiaient déjà ce qu'ils allaient faire de Caïn, qui était laissé dans la ravine et de le compromettre avec les filles. Dans le présent, il dit à Caïn qu'il doit assumer la responsabilité, mais il pense qu'ils vont trop loin. Il est dans ce genre de situation où il ne peut pas refuser. Son père ne veut pas le conseiller et les autres continuent de le mettre sous pression. Une fois de plus, Caïn est forcé de dire oui. Il accepte les compromis et le roi demande aux filles si elles sont heureuses. Elles disent oui, mentionnant qu'elles n'oublieront jamais cette nuit à 3 dans le lit. Les parents le comprennent mal et demandent à Caïn ce qu'il veut dire. Lui, tout nerveux, ne sait pas quoi leur répondre. Caïn rencontre maintenant les dieux. Tout d'abord, il s'excuse auprès d'eux pour ne pas être venu pendant un bon moment, et fait remarquer aux dieux que ses attributs sont trop démesurés, mais ils l'ignorent et reconnaissent que Caïn, un enfant de 10 ans, possède des capacités inhumaines et un pouvoir unique. Avec ces capacités, il peut atteindre le statut de demi-dieu, ce qui est impressionnant et équivalent au dragon sacré et à la Sainte Bête. Étant donné que le monde dans lequel il vit est peu divertissant, les dieux lui proposent donc de remédier à cela en se basant sur les expériences de sa vie antérieure. Pendant que la sœur de Caïn fait du shopping, Caïn pense qu'il n'est pas approprié de rester ici et s'échappe. En sortant, il rencontre Parma, reconnue pour son apparence unique, dans la boutique de l'oncle Tamani. Caïn s'intéresse également à la boutique car c'est le premier pas vers son divertissement. Tamani le rencontre, lui montrant plus de respect après avoir appris qu'il appartient à une famille noble. En entrant dans la boutique, Caïn partage son idée de jeu, montrant la carte du jeu. Tamani s'intéresse au jeu, et pour concrétiser cette idée, Caïn lui offre une pièce d'or en raison de son potentiel de succès. En quittant la boutique, Caïn regarde sa sœur en colère pour ne pas l'avoir aidé à acheter des vêtements, mais il lui dit qu'elle est belle dans chaque robe, puis il s'échappe. De retour à la maison, Réine essaie toutes les robes, et Caïn doit admirer ses tenues. Lorsque c'est au tour de Caïn d'essayer les vêtements, le serviteur arrive et l'informe de la visite de Tamani, qui veut le rencontrer. En visitant la boutique, Caïn découvre que Tamani a créé le jeu commandé, ce qui le rend heureux car le jeu répond à ses attentes. Caïn est impressionné par l'efficacité de Tamani. Ce dernier enseigne comment jouer au jeu, et en apprenant son futur succès, Tamani fait l'éloge du jeu et félicite Caïn pour avoir donné vie à une idée fantastique. Timidement, Caïn pense que ce jeu existe déjà dans son monde. Même Parma exprime son désir de jouer au jeu encore et encore. À ce moment-là, Caïn donne d'autres instructions car il doit produire 2 types de jeux. Le premier sera destiné à la classe élite et le second sera destiné à la classe ordinaire. Le jeune de 10 ans donne l'instruction de produire 1000 ensembles de ce jeu pour la classe ordinaire et seulement 50 ensembles pour la classe élite. Cependant, Tamani est préoccupé car il a besoin de plus d'argent pour produire ce jeu en si grande quantité. Lors de l'estimation, Caïn place de nombreuses pièces d'or devant lui. En voyant les pièces, Tamani s'incline en signe de remerciement, mais Caïn, qui considère tout le monde comme égal, lui dit de se lever avec enthousiasme. Il décide de faire un contrat devant le dieu du commerce, devant la statue de Dieu, où ils promettent de ne pas violer le contrat, car ce jeu leur appartient pendant 3 ans. Les 2 parties ne sont autorisées à créer le jeu qu'avec la permission de l'autre. Le jeu disparaît comme si les dieux avaient approuvé leur arrangement lorsqu'ils ont conclu le contrat. C'est la première fois pour Caïn, alors il est choqué. De plus, Caïn partage son idée de créer ce jeu classique et populaire pour la royauté, mais c'est trop pour Tamani, car il ne se considère pas capable de créer ce jeu pour les rois. Au contraire, Caïn l'encourage à le faire. En réalité, Caïn ne veut pas limiter le jeu aux rois, mais il prévoit de le servir aux dieux qui apprécieront ce jeu fantastique. Après la réunion d'affaires, il rentre chez lui, où il est informé du début de la cérémonie à laquelle il se rend avec sa famille en carrosse. Son père l'informe qu'il est devenu populaire, de nombreuses familles voudront donc le présenter à leur fille, et il doit être prudent à ce sujet. C'est pourquoi Caïn décide de sortir de ce problème. Son père est étonné de le voir car il n'a que 10 ans, mais il est brillant. En arrivant à la cérémonie, il devient nerveux, mais son père lui dit de se calmer car il en est capable. En entrant dans la cérémonie, il regarde les nombreux invités et ignore les objections de Corgino. Il rencontre ensuite Eric, mais il n'est pas seul, sa belle-fille est également avec lui dans une robe remarquable. C'est la première fois qu'ils se rencontrent en public, c'est pourquoi les 2 parties se présentent officiellement. Eric le félicite d'avoir sauvé sa fille. Et Caïn est terrifié en voyant son sourire inhabituel. Ici, Caïn montre son langage flatteur et fait l'éloge de Silk, affirmant qu'elle l'inspire énormément. Silk est tellement heureuse que Eric devienne furieux contre lui car il ne semble pas avoir 10 ans, selon son âge. Son père le sauve de cette situation gênante en expliquant que Réine le force toujours à la complimenter pour la satisfaire. Caïn a appris ces mots qui la font planer dans le ciel, donc ce n'est pas sa faute. Eric comprend tout à coup. C'est alors que le roi arrive avec sa grandeur et Télestia est également avec lui. Le roi les accueille chaleureusement et espère que ces personnes qui ont atteint l'âge de 10 ans joueront un rôle significatif dans l'avancement du royaume. En regardant Télestia, il est choqué par sa beauté envoûtante dans cette robe époustouflante, elle ressemble à une déesse. Les familles se dirigent maintenant vers le roi pour se présenter. Maintenant,
C'est au tour de Caïn, qui s'incline magnifiquement devant le roi. Caïn fait l'éloge de Télestia et la compare à une déesse. Lorsqu'elle entend que Caïn l'a appelée déesse, elle commence à rougir, inspirée par Caïn. Cependant, le roi a des objections à son égard, car ses actions et son langage flatteur ne correspondent pas à son âge. Caïn montre au roi son jeu pour détourner son attention. Le roi lui donne la permission de lui montrer le fantastique jeu, l'Othello, et veut en savoir plus. Il demande à Caïn de le rencontrer après la cérémonie. Caïn se souvient de mentionner son entreprise dans ce jeu, ce qui surprend également son père car il ne lui en avait jamais parlé. Il a besoin d'argent pour faire fonctionner sa demeure, alors il a décidé de développer son entreprise. Son père est impressionné par ce jeune de 10 ans qui peut se débrouiller seul. Son père continue avec d'autres personnes, lui permettant en réalité de se lier d'amitié avec d'autres personnes. Silk arrive avec une boisson, Télestia est toujours occupée, alors Silk a décidé de l'accompagner. Caïn pense que c'est une bonne idée car les deux sont engagés malgré la foule. Silk préfère parler avec Caïn, elle est innocente et l'appelle Monsieur Caïn, mais Caïn lui dit de l'appeler simplement Caïn. Elle a commencé à l'appeler Caïn avec amour à plusieurs reprises en parlant. Silk se rapproche de lui, et Caïn fait de son mieux pour gérer la distance entre eux avant que quelque chose ne se produise. Abit arrive avec ses amis, Abit est le fils de Corgino qui n'aime pas Caïn. Il s'intéresse à Silk et a de la fierté et de la royauté. Il suppose que Silk se rapprochera de lui en le regardant, mais contrairement à ses attentes, Silk lui adresse les salutations habituelles. Caïn est choqué de voir Silk changer soudainement. Abit est contrarié car Caïn doit s'écarter lorsqu'il parle avec Silk. Même ses compagnons demandent la même chose. Ensuite l'un des compagnons demande à Caïn de saluer Abit. C'est alors que Caïn se présente, mais ils ont mal compris qu'il est le fils du baron. En supposant qu'il est le fils du baron, il exige des excuses pour son action. Caïn n'est pas prêt à laisser tomber le sujet et dit à Abit de s'excuser. Abit s'énerve contre Caïn qui refuse de s'excuser. Abit pense que Caïn est un noble miséreux. Pour ce faire, Abit défie en combat Caïn alors qu'il ne sait même pas à qui il a affaire. Caïn pense à ce qui a rendu cette affaire si importante. Cependant, ils sortent et sont prêts à se battre. En entendant leur dialogue, Silk a peur, elle se rapproche de lui et Caïn maintient la distance entre eux. Abit dit à Silk d'arrêter de flirter et de se concentrer sur le combat. Son compagnon commence à effectuer la magie en lisant dans le livre avec ses mouvements. Plein de confiance, il est censé être un grand magicien. Avec sa magie, des nuages noirs apparaissent, et il attaque Caïn en créant une boule de feu. Cette boule de feu est si petite que Caïn l'évite en bougeant la tête. Même Silk, assez effrayé à en mourir, la considère comme insignifiante. Après cela, la personne suivante vient devant Caïn et veut lui montrer une magie de lumière. Il fait la même chose que ses camarades font avec ces mêmes nuages magiques qui apparaissent et la foudre tombe, tout en se transformant en balles de pierre vers Caïn, mais ces balles sont aussi minuscules. Alors qu'il va faire une autre tentative de danse, Silk lui interdit de le faire maintenant. Elle leur donne la bonne introduction de Caïn, disant qu'il n'est pas le fils du baron mais qu'il est le baron qui les a sauvés d'une bande d'orques. En entendant cela, ils sont surpris et ont réalisé leur erreur. Ils l'ont écouté mais ne savent rien de lui. Après avoir appris cela, ils ne peuvent plus continuer leur petit sketch, donc ils s'excusent de s'être mal comportés avec lui et partent de là. Silk a vu son côté obscur et a décidé de le révéler au public, mais Caïn lui interdit de le faire. Elle n'est même pas autorisée à le révéler en face de Télestia. Silk est assez brillante qu'elle a décidé d'utiliser sa faiblesse à son avantage. Elle a décidé de poursuivre leur relation amoureuse. Juste à ce moment, Télestia arrive et Caïn craint que Silk ne lui raconte tout, donc il met sa main sur sa bouche. Télestia dit que la main de Caïn sur le visage de Silk est inappropriée parce qu'ils ne sont pas encore mariés, donc elle a décidé d'en informer Eric aussi. Elle a écouté le secret et veut en savoir plus mais ils ne sont pas prêts à le révéler. Elle a également remarqué que Silk ne l'appelle plus par son titre. Sa limite a été dépassée quand Silk lui dit qu'ils ont prévu un rendez-vous galant. Télestia est aussi jalouse d'elle parce qu'elle veut sortir avec lui. Caïn, qui gagne un double avantage, ne les refuse pas. Juste à ce moment, le roi arrive et sa fille lui parle du rendez-vous. Le roi lui dit de le retrouver dans le salon parce qu'il veut discuter de sa fille. En dehors de cela, Caïn s'est retrouvé dans de sérieux ennuis parce que le roi ne lui fera pas de cadeau. En le voyant, le roi apprécie aussi le jeu de Caïn. Il a donc décidé de garder le secret mais Caïn a prévu de partager ce jeu avec tout le monde. Soudain, Eric arrive et rappelle le rendez-vous. Les fiançailles de Caïn ont été fixées avec leur fille mais ils ne veulent toujours pas le révéler en public. Ils l'avertissent donc d'être prudent en mettant leurs mains sur son épaule. Caïn est inquiet parce qu'il est innocent mais sa fille essaie de son mieux de se rapprocher de lui. Maintenant, Caïn est arrivé au palais, le serviteur du roi lui remet les autorités mentionnées et la clé. Le roi veut le rencontrer et le défier au jeu qu'il a inventé, mais il est trop émotionnel à ce sujet. Ainsi, le renvoyer pour rencontrer une autre personnalité royale est préférable. Caïn est content car il n'a pas besoin de rester plus longtemps ici, mais son bonheur est de courte durée car Eric est arrivé pour le défier au jeu. Il n'est pas assez audacieux pour le refuser, c'est pourquoi il accepte un match après avoir entendu sa volonté.
Tout le personnel du palais est prêt à essayer ce jeu avec ce jeune garçon de 10 ans. Après avoir joué avec eux, il est excité de voir sa demeure que le roi lui a offerte. Lorsqu'il entre dans sa demeure, il est stupéfait car elle est délabrée et négligée, même les pierres magiques sont cassées et ne peuvent pas éclairer la demeure. Il prend alors une vue d'ensemble de la demeure avec sa lumière magique, puis il utilise sa magie pour transformer la demeure délabrée en une luxueuse villa en réparant et nettoyant magiquement. Cain est heureux car il possède sa propre demeure à l'âge de 10 ans. Sylvia et les autres serviteurs sont arrivés pour s'occuper de cette demeure, prêts à y mettre tous leurs efforts. Colin Butler est également inspiré par ce jeune garçon de 10 ans qui a vaincu des orques. Lorsque Sylvia s'apprête à nettoyer l'endroit, il ne trouve pas le moindre grain de poussière car Cain explique qu'il a déjà fait leur travail avec sa magie. Colin est stupéfait de savoir qu'il maîtrise déjà la magie. Il rappelle à Cain qu'il doit retourner au palais car son frère aîné est sur le point d'arriver et il doit être là dans la demeure de son père. Ses frères le félicitent d'être un baron à un si jeune âge et sa sœur reine est très excitée de voir sa demeure, mais son frère aîné l'effraie en lui parlant de l'état délabré du palais, ce qui pourrait lui permettre de rencontrer des fantômes. Cependant, elle a confiance en Cain pour la protéger. Après un repas festif, Cain les emmène dans un magnifique palais, ce qui surprend son père car l'état de ce palais était pathétique il y a un an. Soudain, quelque chose lui vient à l'esprit et il comprend que son fils en est responsable. Cain l'admet également et leur montre toute la demeure. Après avoir observé toute la demeure, son père remarque le manque d'œuvres d'art, un palais ne peut être complet sans des peintures, des vases, des armures et des monstres empaillés. Ses idées cliquent dans l'esprit de Cain et il sait comment combler ses lacunes. En même temps, ils entendent les cris des serviteurs. Cain réalise qu'il a commis une erreur, alors il se précipite dehors. Les yeux de son père s'élargissent en voyant la statue du monstre dragon rouge devant lui, avec une large gueule. Son père demande des explications sur ce dragon, alors Cain explique la défaite du dragon rouge. Mais son père est stupéfait car le dragon rouge est un monstre de classe calamité, même un aventurier de classe pourrait battre ce monstre avec difficulté. Mais Cain, âgé de seulement 10 ans, a terrassé ce monstre dangereux. Dans cette bataille, quelques aventuriers ont dû mourir et la valeur de ce dragon est de 1000 pièces de platine. Ce qui est une somme considérable lorsque Cain en prend conscience, il est également choqué. Selon l'opinion de son père, ce dragon devrait être pris en charge plutôt que d'être exposé. Pendant la conversation, ils entendent à nouveau les cris de Sarah et Ren. Ils courent pour vérifier et découvrent que le système de jet d'eau les inspire. Cain a développé ce système et sa mère est impressionnée par lui. Son père considère qu'ils exagèrent à propos du système, mais il ne se retient pas de crier lorsqu'il les examine plus tard. Son père lui informe ensuite qu'il doit organiser la fête, celui qui reçoit la demeure où le statut élevé doit organiser la fête. Après avoir entendu cela, Cain est choqué car il est contrarié par la fête. Colin est déjà au courant et s'apprête à appeler les invités. Toutes les personnalités royales sont invitées, même Corgino, ce qui dérange Cain en raison de sa personnalité grossière, mais il ne peut pas aller contre les règles. Une chose le tourmente, c'est qu'il ne peut pas remettre l'invitation au roi car seul le haut rang peut l'inviter, donc il a décidé de ne pas enfreindre cette règle. Une autre chose le tourmente, ce sont les cadeaux et les repas à offrir aux invités. Sylvia lui donne des suggestions pour présenter son hospitalité aux invités, et Cain comprend ce qu'elle veut dire. Il utilise sa magie pour créer des vers attrayants et enchanteurs pour les invités. Le problème suivant est le repas, que Cain décide de ce qui doit être préparé. Il donne la recette au chef pour préparer un steak haché. Lorsque le steak haché est prêt, Sylvia le goûte et s'envoie pour apprécier ce délicieux steak haché. La boisson qui doit être servie avec est également alléchante. Elle ne fait pas l'éloge de l'alcool fabriqué par Cain avec sa magie. Cain n'est pas assez grand pour goûter l'alcool, donc il doit se fier à Sylvia. Obsédé par cette nourriture, il est alors informé que le roi a envoyé son messager pour appeler Cain. En arrivant au palais du roi, il apprend que le roi est furieux, même le roi ne le regarde pas car il n'est pas invité à la fête de début, tout le monde a reçu l'invitation sauf lui et cela l'irrite. Eric le rend continuellement jaloux en montrant la carte d'invitation. Le roi le réprimande également de ne pas avoir invité son futur beau-père à la fête. Eric tente de le protéger en rappelant la règle selon laquelle seul un rang élevé peut inviter le roi. D'autre part, Cain sait très bien comment gérer la situation. En sortant la carte d'invitation de sa poche, il fait semblant d'inviter le roi mais il attend la bonne opportunité pour le faire. En réalité, Cain n'a aucune idée de ce problème critique. Colin, qui est intelligent, lui a donné cette carte pour sa sécurité. Maintenant, il est obligé de remercier Colin pour avoir sauvé sa vie. Le roi est heureux comme un enfant après avoir reçu la carte et rendu Eric jaloux comme il le faisait auparavant. Le roi et Eric lui assurent qu'ils amèneront Silk et Telestia. En arrivant à son palais, il annonce cette nouvelle à tout le monde et ils sont choqués que le roi vienne à la fête. Les servantes sont nerveuses à l'idée de cette nouvelle. Mais Sylvia les encourage à faire de leur mieux. Cain révèle également qu'il est fiancé à la princesse, ce qui est un autre choc pour son personnel. Toutes les servantes sont prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Enfin, les invités commencent à arriver à son palais, et Cain et son père sont là pour les accueillir. En même temps, Eric arrive avec sa petite fille, Silk, qui est magnifique.
Cain les conduit à l'intérieur du palais et Eric est choqué de voir le dragon rouge, il n'en a jamais vu auparavant, seulement entendu parler. Le voir dans ce manoir est un véritable miracle. Inspiré par le manoir, Silk partage ses pensées selon lesquelles elle vivra dans ce palais. Son père lui dit de ne pas penser trop loin. Ensuite, il goûte les boissons et les invités se sentent transportés, les bulles et les saveurs pétillantes sont hors du commun, même ses parents sont inspirés par ce goût délicieux. Lorsqu'ils réalisent que ces verres brillants et adorables sont des cadeaux, ils deviennent heureux car ce design est unique et enchanteur. Eric détourne son attention vers Silk qui savoure le repas, et il le taquine pour être un séducteur car il a utilisé ce repas pour gagner le cœur des filles. Cain est incapable de dire un mot et se sent timide. À ce moment-là, le roi arrive avec sa grandeur et demande à tout le monde de profiter de leur discussion et de la fête. Le roi est offert à boire et ses expressions ne sont pas différentes des autres. Le goût s'intensifie lorsque Cain offre du steak haché, un mélange de fromage et d'autres ingrédients savoureux. Lorsque le roi applaudit la nourriture qu'il offre aux invités, la reine arrive. Elle est étonnée par le système de jet d'eau et le félicite pour cela, affirmant que c'est une révolution qui devrait être adoptée partout. Après tant d'éloges de la part de la reine, le roi entre dans les toilettes et un cri de joie peut être entendu. En sortant, il ordonne à Cain d'appliquer le système dans son palais dès que possible, et Cain est prêt à le faire. Le roi lui a donné un autre titre d'hospitalité ultime en regardant tout. Tout le monde commence à applaudir pour lui et Cain est heureux de leur amour. À ce moment-là, Calon informe que Corgino est arrivé pour gâcher l'ambiance de la fête. Cain va le chercher, mais Corgino le rencontre de mauvaise humeur et compare même son palais à une niche de chien. Lorsque Calon veut informer Corgino du dragon rouge, Cain lui interdit de le faire, ce qui conduit à ce que Corgino soit jeté au sol en voyant le dragon rouge. Après avoir repris connaissance, il se plaint de ne pas lui avoir dit auparavant à propos du dragon, et il se plaint toujours de l'environnement encombré dans une grande assemblée. Lorsqu'il s'assoit à table, Cain lui propose des boissons. Corgino montre sa haine en disant que ce sera une boisson ordinaire, mais lorsqu'il goûte la boisson, son cœur bondit avec son goût délicieux. Cependant, son expression faciale révèle qu'il n'apprécie pas vraiment. Ensuite, on lui offre le plat signature, le steak haché de Hambourg. Se plaignant de l'apparence du plat, il le goûte et s'abstient de le louer, réalisant son commentaire, il couvre la situation en qualifiant son plat de dégoûtant. Colan dit à Cain de se calmer car il ne peut pas créer de scandale à la fête en tant que personnalité marquante. Mais Cain sait qui peut le maîtriser. Cain se rapproche de lui, en lui offrant des verres et dit qu'il peut les emporter avec lui. Corgino accepte et exige encore plus de verres mais Cain refuse disant qu'ils sont destinés aux invités. Après cela, il exige également la recette du steak de Cain mais il refuse aussi. Cela le rend furieux et il dit que Cain ferait mieux de lui offrir ses verres plutôt qu'à des nobles de pacotille. En échange, Cain est prêt à lui offrir le plus grand des trésors du royaume, ce qui suscite l'intérêt de Corgino qui pense qu'il s'agit de gemmes ou d'autres bijoux. Pendant ce temps, Cain calcule la position du roi et fait traîner la discussion. À ce moment-là, le roi arrive, ce qui surprend Corgino et le roi commence à réprimander. Corgino n'a jamais imaginé un roi à la fête, c'est pourquoi il s'est agenouillé. Le roi explique qu'il est le sauveur de sa fille, alors comment pourrait-il ignorer sa fête? Après cela, le roi commence à le réprimander pour ne pas se comporter correctement. Si son comportement continue ainsi, le roi envisage de le renvoyer. Maintenant, Corgino a compris qu'il a affaire à la mauvaise personne. Il s'excuse et s'enfuit car il n'est pas en état de faire face à la colère du roi. D'autre part, Silk sait que Cain a amené le roi délibérément. Cain lui a également avoué cela auparavant, et Silk l'appelle le plus rusé. Cain exagère en appelant le roi le poids du royaume. Eric et le roi, qui écoute, remarque sa déclaration et s'apprête à le tourmenter à ce sujet. Pris de remords d'avoir parlé trop fort, il commence à s'excuser devant eux, et tout le monde apprécie l'innocence de cet enfant qui change. Lorsque le roi le réprimande pour l'avoir utilisé, le roi pense que cet enfant l'utilisera à l'avenir, donc il est en colère. Cain précise qu'il n'a pas l'intention de le faire. De plus, il plaisante simplement car il ne peut pas défier Corgino, c'est pourquoi il demande l'aide du roi. Maintenant, Cain rencontre le vice-capitaine Dai. Cain est ici pour mettre tout le matériel monstrueux dans un endroit approprié à cet effet. Le vice-capitaine Dai l'aidera, et ils trouveront un endroit convenable. Lorsque le vice-capitaine Dai suggère une pièce de bon augure pour les monstres, Cain croit fermement que cet endroit n'est pas suffisant pour ces monstres. Il révèle également que ce monstre est un démon de la terre. Le vice-capitaine Dai est stupéfaite car même des aventuriers de haut niveau ne peuvent pas vaincre ce monstre. Mais ce monstre n'est rien pour Cain qui a déjà battu le dragon rouge. Le vice-capitaine Dai a désormais réalisé qu'il n'y a pas d'endroit pour le monstre. Par conséquent, elle dit à l'enfant de 10 ans de garder ces monstres dans la cour après quoi les gardes les transféreront dans un autre lieu selon ses instructions. Cain a retiré le monstre de sa boîte d'objets. En regardant ces monstres, le vice-capitaine Dai regarde Cain bouche bée car il n'est pas un enfant ordinaire. De plus, Cain est choqué d'apprendre qu'il a tué les monstres les plus puissants. Le vice-capitaine Dai le considère désormais comme un héros ou l'apprenti de Dieu, mais il clarifie son doute en disant qu'il est l'enfant du margrave Cain. Il ne faut donc pas penser trop fort à lui.
Cain essaie de s'échapper de cet endroit en profitant de l'occasion car ils ont besoin de temps pour s'occuper de ces monstres. Au contraire, le vice-capitaine Dai ne le laisse pas partir car elle veut tester sa capacité en combattant avec les chevaliers. De plus, il veut montrer ses capacités au capitaine. À contre-cœur, il dit oui à la vice-capitaine Dai. Plus tard, les chevaliers sont choqués de rencontrer un enfant mignon et ne peuvent pas connaître la raison de sa venue ici. Pour dissiper leurs doutes, le vice-capitaine Dai le présente aux chevaliers en disant qu'il a éradiqué 3 orques et sauvé la vie d'une princesse. Maintenant, Cain veut rencontrer le capitaine, mais le capitaine arrivera quand la bataille simulée commencera. Cain est terrifié en pensant que le capitaine est aussi un monstre qui aime se battre. Mais le vice-capitaine Dai révèle que le capitaine a une nature polie. Même s'ils écoutent ses traits, ils doutent encore de lui, se demandant comment un enfant de 10 ans peut terrasser les orques. L'un d'eux ose se battre contre lui pour tester sa capacité. Ce chevalier est suffisamment confiant pour dire à Cain de donner le premier coup d'épée. Cain saisit cette opportunité et le frappe d'un seul coup. Il a brisé son épée en bois d'un seul coup et le chevalier n'est pas en mesure de contre-attaquer, alors il accepte sa défaite. En regardant ses mouvements adorables, le vice-capitaine Dai est impressionné. Cain a vaincu un seul chevalier, donc il considère que c'est suffisant, mais le vice-capitaine Dai veut le faire se battre contre tous les chevaliers pour observer sa capacité. Cain ne veut plus se battre mais il n'a pas le choix lorsque les chevaliers l'entourent. Cain est prêt à se battre contre les chevaliers, mais avant qu'il ne puisse commencer le combat, la capitaine, une jolie fille, les regarde se battre contre un enfant. Elle ne peut pas croire que ces chevaliers lèvent leurs épées contre ce mignon enfant aux yeux bleus. Le considérant comme un enfant, elle le prend dans ses bras, supposant qu'il est terrifié par cette attaque. Sur son idée, elle essaie de l'apaiser et suppose qu'il est arrivé ici en errant. Le vice-capitaine Dai révèle qu'il a détruit 30 orques et sauvé la vie de la princesse. Quand elle sait qu'il est le héros Cain, elle est prête à se battre contre lui. Cain est stupéfait parce qu'on lui parle du combat simulé, mais Tiphana, la capitaine, est intéressée par un duel avant le combat. Le vice-capitaine Dai lui demande de se présenter, mais elle préfère parler à l'épée. Même les chevaliers savent à son sujet, c'est pourquoi ils savent qu'elle ne reculera pas. Cain s'oppose car il a une épée en bois, mais Tiphana l'ignore car elle a une lame de duel. Le combat emblématique commence avec un boost, pendant lequel leur vitesse d'attaque ont augmenté. Les chevaliers sont surpris car il peut dominer Tiphana avec l'assistance de la technique Clock-Up, utilisant la téléportation qui le fait disparaître et il garde l'épée sur son cou. Il a terminé ce combat en duel avec ce coup unique, car Tiphana a été vaincue. Elle est stupéfaite mais quand elle a repris conscience, elle lui propose de se marier. Les yeux de Cain se sont écarquillés car il est déjà fiancé à 2 filles. Par conséquent, il court derrière le vice-capitaine Dai et donne de piètres excuses, affirmant qu'il y a une différence d'âge entre eux et qu'il a besoin d'en savoir plus sur elle pour répondre à ses conditions. Elle lui informe qu'elle est capitaine de l'ordre chevaleresque royal d'Esphore, la fille du duc, et qu'il n'a pas à s'inquiéter de la différence d'âge car elle est une elfe pouvant vivre presque 300 ans, donc Cain peut avoir une belle épouse qui ne vieillira jamais. Malgré cela, Cain s'oppose car les elfes ne peuvent pas se marier sans la permission de leur famille. Au contraire, elle a la réponse à l'objection de Cain car quand elle a fui son domaine, elle leur a interdit de revenir jusqu'à ce qu'elle trouve son prince. Ayant résolu ce problème, elle doit maintenant obtenir la permission de nombreuses personnes pour se marier. Tiphana est d'accord sur ce point et dit au vice-capitaine Dai qu'elle veut rencontrer le roi immédiatement. Cain est stupéfait car il ne veut pas en informer le roi avant que Tiphana puisse parler. Tiphana commence à le traîner et il n'est pas en mesure de résister lorsque le roi est devant lui et demande pourquoi il a été appelé en urgence car on lui a confié la tâche de traiter avec les matériaux de monstres. Tiphana détourne l'attention du roi en sautant directement au point de lui demander de l'épouser. Le roi et Eric sont choqués car il est déjà fiancé à leur fille. Lorsqu'ils interrogent Cain sur le fait qu'il ne leur a pas parlé de ses fiançailles, il répond négativement car cette affaire est complètement confidentielle. Il n'en a donc pas parlé. On informe Cain à propos de Tiphana, qui appartient à un domaine indépendant où les elfes sont libres d'épouser un humain, elle est aussi la princesse de cet état et cette affaire est très confidentielle. En dehors de cela, ils ont révélé les fiançailles de leur fille, ils supposent qu'elle reculera après avoir su que Cain est déjà fiancé à Silk et Telestia. Pendant une seconde, elle est stupéfaite car le roi et Eric ont déjà remarqué que Cain est extraordinaire, ils l'ont réservé, mais elle n'est pas prête non plus à reculer devant Cain, donc elle est prête à se marier avec lui en le serrant dans ses bras. Maintenant, Cain a 3 prétendantes au mariage, même s'il n'a que 10 ans. Pour avancer dans cette affaire, ils ont décidé d'informer le père de Tiphana. Tiphana l'emmène avec elle pour renforcer son amour en l'impliquant dans l'arène de combat. Cain résiste mais elle l'a traîné dehors. Lorsque le roi apprend que Cain a vaincu l'elfe le plus fort de la région, des doutes émergent. Le vice-capitaine Dam partage également l'expression de Cain lorsqu'il demande s'il est l'apprenti d'un dieu ou un héros pour clarifier, il interroge le père de Cain mais il n'est pas au courant. Le roi sent qu'il y a quelque chose de louche, alors il prévoit de lui montrer le livre pour révéler la vérité. En dehors de cela, Cain est épuisé après un entraînement épuisant avec Tiphana. Elle le pousse jusqu'à ses limites, c'est pourquoi il est soudainement épuisé.
Il entend sa voix et tente de se cacher derrière le vice-capitaine Dai, qui le traîne ensuite devant le roi. Caïn est submergé de problèmes et ne sait pas comment les gérer. Plus tard, devant le roi, celui-ci lui offre un manuel de magie de niveau empereur. Excité, Caïn demande la permission de le lire après que le roi le lui ait permis. Il lit le livre appartenant au premier empereur Yuyatera Hirasawa. En lisant le livre, il réalise que beaucoup de magie est nouvelle pour lui. Ils ont donc compris qu'il pouvait lire le livre de magie. Le roi révèle que personne d'autre ne peut le lire car sa langue est incompréhensible. Maintenant, Caïn réalise qu'il a commis une erreur car ce livre est en japonais, ce qui signifie que le premier empereur a également été réincarné comme lui. D'autre part, le roi s'interroge sur sa véritable identité. Caïn est choqué car il n'a d'autre choix que de tout révéler à eux. Il craint également qu'en connaissant la vérité, ils le bannissent. Cependant, il a décidé de leur révéler la vérité et ils peuvent le bannir s'ils ne veulent pas l'accepter. Caïn expose que cette langue est le japonais et qu'il appartient au même monde que le premier empereur. Après sa réincarnation, il a reçu ses souvenirs lors d'un baptême à l'âge de 5 ans. Ils lui ont révélé la vérité lorsqu'il a rencontré les dieux. Après avoir su que Caïn a rencontré les dieux, tous sont stupéfaits. Caïn leur donne un autre choc, il a rencontré les 7 dieux qui lui ont donné un pouvoir extraordinaire dans chaque capacité. Maintenant, son père doute s'il est leur fils ou non, mais Caïn le satisfait en affirmant qu'il est leur fils biologique. En dehors de cela, le roi lui a ordonné de montrer son statistique. Selon l'ordre du roi, Caïn a révélé son statut devant eux. C'est alors au tour du roi et de tous les autres d'être choqués, car il est au niveau 10 dans chaque capacité. Il est très difficile pour eux de le croire, et le roi ne sait pas quoi lui dire. Le roi est furieux contre lui car il aurait dû lui révéler cela avant, étant donné ses pouvoirs extraordinaires et le fait qu'il a été choisi par Dieu. Tout le monde devrait le louer en entendant cela. Caïn ne peut pas s'empêcher d'être ému, car il est satisfait de cette vie. Dans cette vie, il a tout, des parents aimants et des amis loyaux, et il peut aussi profiter de tuer les monstres, contrairement à sa vie précédente où il n'avait rien et sa famille était morte. De plus, il est redevable envers son père qu'il a toujours aimé en tenant compte de ses désirs. Le roi lui a assuré que son identité ne sera pas dévoilée, mais il pense que Caïn est apte à devenir roi. C'est alors que Tiphana arrive, heureuse, et leur montre la permission de son père. Son père n'a aucune objection à leur mariage, et elle l'emporte à nouveau. Les personnes présentes dans la pièce sont heureuses car Caïn n'est pas arrogant comme le Fils divin, donc ils sont à l'aise avec lui. Caïn est fatigué du combat simulé. De plus, le roi les a menacés de ne pas partager ce secret avec quiconque, même ils ne sont pas autorisés à en parler à leur famille. Après cela, le roi est parti mais il est obsédé par Caïn, le considérant comme l'avenir de cet empire. Il sera responsable de protéger le monde entier à l'avenir. Les choses changent lorsque les princesses sont furieuses contre lui pour être apparues dans un autre engagement. Caïn les calme en disant qu'il est innocent. Silk apprécie la situation, mais Telestia est en colère d'avoir une autre concurrente, elle ne peut même pas imaginer comment il peut se fiancer en atteignant l'âge adulte en même temps. Tiphana arrive et veut l'emmener au combat simulé pour partager son amour en l'appelant son cher mari. Caïn ne veut pas y aller, mais il n'a pas le choix, elle le traîne sur le terrain d'entraînement et ne le laissera pas partir avant demain. Maintenant, Caïn est en train de lire dans la bibliothèque un livre écrit par un roi qui a gouverné ce royaume il y a des années. Il trouve de nombreuses similitudes entre lui-même et le roi qui a régné, car il a également été réincarné comme lui. Le roi Yuya a documenté son parcours pour devenir roi après la réincarnation car il voulait partager ce qui lui était arrivé avec quelqu'un vivant des circonstances similaires. C'est pourquoi le roi Yuya a écrit le livre en japonais. Ainsi, Caïn est le seul dans le pays ou au palais du roi qui connaissent le contenu et l'histoire du livre du roi Yuya. Mais contrairement à Caïn, le roi Yuya a été transporté dans l'autre monde sous sa forme actuelle. Soudain, les 2 filles du roi, Telestia et Silk, entrent dans l'étude et posent de nombreuses questions. Elles veulent savoir ce qu'il lit car elles ne peuvent pas lire le titre qui est en japonais. Les 2 filles supposent que c'est le livre pour l'examen d'entrée de Caïn et elles veulent désespérément se joindre à lui pour lire. Ils n'aiment pas leur présence alors qu'il est sur le point de découvrir les événements passionnants de la vie du roi Yuya. Il se lève de sa chaise en refusant poliment de se joindre à elle plus tard, car il a beaucoup de choses à faire. Telestia et Silk veulent savoir quand leur bien-aimé Caïn sera libre pour eux, mais il évite leur compagnie et refuse de leur accorder du temps aujourd'hui et demain. Il quitte lentement la pièce en criant qu'il passera du temps avec Silk et Telestia un autre jour, mais il ne sait pas quand sera ce jour. Telestia et Silk sont agacés par son comportement car il n'a jamais de temps pour elle. Caïn s'éloigne de l'étude pour éviter Silk et Telestia lorsque sa 3e épouse, Tiphana, court vers lui. Elle est tellement excitée de lui annoncer qu'elle a organisé un événement pour demain où différentes équipes se battront les unes contre les autres. Sachant que l'événement est demain, Caïn est très irrité car il n'est pas intéressé par de telles bagarres. Il s'enfuit de Tiphana en disant qu'il est occupé demain, donc elle peut organiser l'événement un autre jour. Mais tout comme il n'a pas pu dire à Silk et Telestia, il n'a pas dit à Tiphana à quelle heure il serait disponible pour ses épouses. Le lendemain, il enfile une armure et se prépare à aller à la guilde des aventuriers. En tant que règle de la guilde des aventuriers, toute personne de plus de 12 ans peut rejoindre la guilde, et ce jour est enfin arrivé.
Il peut être membre de la guilde des aventuriers et pratiquer toutes les compétences qu'il a apprises au fil des ans auprès de maîtres experts. Mais la vie prend un tournant inattendu et il entre dans ce royaume réincarné en personne royale, mais devenir guerrier est sa passion et ce jour est très important pour lui. Lorsqu'il s'inscrit à la guilde, Cain entre avec enthousiasme dans la guilde et la trouve juste comme il faut, car la guilde dans la capitale de... Il regarde autour de lui avec excitation quand un jeune homme aux cheveux roux nommé Claude l'arrête. Il veut savoir ce qui a amené un petit enfant ici dans la guilde. Cain lui explique alors la raison de sa venue à la guilde des aventuriers, reconnaissant d'avoir atteint l'âge de 12 ans pour pouvoir devenir membre ici. Claude lui conseille en tant que petit garçon de ne jamais se mettre en danger en se battant avec quiconque. Claude marche à côté de lui et Cain se demande s'il a déjà rencontré ce gars, incapable de se rappeler qui il est. Cain se rend au comptoir où la réceptionniste Laetitia lui demande s'il veut s'inscrire à la guilde. Cain confirme, puis Laetitia lui donne un formulaire à remplir. Il écrit son nom et le rend à Laetitia. Elle lui donne un cristal avec une aiguille par-dessus. Les aventuriers testent leur capacité magique à travers cela. Cain a piqué son bout de doigt et a touché sa goutte de sang sur l'aiguille dans le cristal. Celui-ci détecte sa capacité magique et imprime instantanément une carte indiquant qu'il est de rangée. Il se souvient que ses tuteurs avaient un rang plus élevé. Voyant que Cain murmure quelque chose entre ses lèvres, Laetitia l'assure qu'il peut poser n'importe quelle question, qu'elle peut dissiper tous les doutes, mais Cain ne veut rien savoir. Il dit donc au revoir à Laetitia. Elle lui conseille, alors qu'il s'apprête à partir, de toujours privilégier sa sécurité à tout moment. Pendant ce temps, des combattants et des aventuriers de la guilde se moquent de Laetitia et lui demandent de se joindre à eux. Il rit en lui proposant de passer la nuit avec eux, mais Cain n'apprécie pas leurs plaisanteries vulgaires et leur dit d'arrêter. Entendant cette mise en garde d'un enfant, les aventuriers se mettent en colère et l'attaquent. Cain esquive l'attaque, et les deux agresseurs se cognent mutuellement la tête. Maintenant, le combattant est encore plus en colère car il ne peut pas attraper le petit garçon. Ils ignorent sa puissance physique immense. Le combattant demande à tous les membres de la guilde de l'attaquer, mais Cain esquive leurs attaques tandis que les deux attaquants se cognent mutuellement la tête. Maintenant, le combattant veut utiliser son épée. Mais Cain est sur le point de le mettre en garde de ne pas utiliser son épée contre lui lorsque Claude revient et les défie à combattre avec lui à la place de Cain, mais il s'enfuit instantanément. Laetitia remercie Claude d'être venu juste à temps pour les sauver. Cain le remercie également, mais Claude l'invitait à se joindre à lui pour boire un verre. Il apprécie la façon dont Cain s'est sauvé comme un grand combattant. Ils arrivent dans un bar où Claude commande un verre pour lui-même et un jus de fruits pour Cain. Il est stupéfait par les mouvements rapides de Cain et est convaincu que Cain a appris ses compétences. Cain partage qu'il a commencé cet entraînement avec de grands maîtres dès son enfance. Ils apprécient leur boisson tout en discutant. Quand Cain veut savoir plus si le vrai nom de Claude est Givrefeu, Claude partage qu'il a formé une bonne équipe avec sa femme. Il utilise une épée dotée d'une puissance magique de feu, et sa femme utilise son bâton de glace pour contrer leurs ennemis. Cain est surpris d'apprendre pour la première fois qu'il a formé une équipe avec sa femme, mais Claude dissipe son doute en lui disant qu'il doit avoir une personne honnête dans son équipe, et c'est mieux quand cette personne est sa femme. Avoir sa propre équipe est important pour améliorer son rang. Alternativement, quelqu'un peut se battre avec un aventurier de niveau supérieur pour obtenir une carte de rang. Cain est excité de voir sa carte en or, mais Claude est un modeste aventurier qui sait qu'il doit encore exceller pour atteindre le rang SSS. Jusqu'à aujourd'hui, un seul roi a atteint ce niveau, mais Claude se contente de sa carte en or. Il sait qu'il doit avoir des compétences exceptionnelles pour atteindre le rang SSS avec sa carte noire. À ce moment-là, la femme de Claude, Léna, arrive au bar et lui cogne la tête avec son bâton. Elle est en colère contre lui pour avoir bu à nouveau, mais Claude raconte comment il a vu Cain se sauver grâce à son intervention. Les idiots de la guilde des aventuriers sont en sécurité, sinon Cain les aurait tués. Léna se penche pour connaître le nom de Cain et lui propose son aide s'il se trouve en difficulté, mais ensuite Léna devient encore plus en colère car elle ne croit pas un mot de ce que Claude lui dit. Elle le traîne hors du bar en colère car elle pense que rien de tout cela ne s'est produit, qu'il invente cette histoire pour se sauver. En sortant du bar, Claude crie à Cain qu'il doit se battre contre quelqu'un pour obtenir un rang supérieur. Cain arrive à la guilde des aventuriers où de nombreuses personnes de rangée font la queue pour combattre des aventuriers de rang supérieur. Ils choisissent leur défi parmi ceux épinglés au tableau. Cain n'aime pas le défi de transporter des bagages de boutique, il cherche donc attentivement une autre tâche et accepte celle où il doit combattre les gobelins. Cain est tellement heureux d'avoir trouvé sa première tâche selon son souhait et sort avec le papier. Il n'a pas remarqué que sa femme Tiffana venait de l'autre direction en courant vers lui. Tiffana crie son nom, puis le serre dans ses bras et lui raconte comment elle a une séance d'entraînement en cours à l'extérieur du palais. Cain saute de joie d'avoir enfin sa carte de membre tant attendue de la guilde des aventuriers. Maintenant, il veut augmenter son rang, c'est pourquoi il va seul combattre les gobelins. Tiffana, qui aime beaucoup les combats, veut se joindre à lui pour son aventure. Cain crie au vice-capitaine en demandant de l'aide, mais le vice-capitaine est également impuissant face à Tiffana. Tiffana est tellement heureuse d'avoir une chance de profiter de la compagnie de son mari. Ils pénètrent dans la jungle où ils peuvent trouver les gobelins.
Pendant qu'elle vole encore et profite de la brise fraîche en même temps, Cain détecte que les gobelins sont présents quelque part à proximité. Tiffana ne montre aucun intérêt pour le défi et court devant Cain en riant comme s'ils essayaient de s'attraper l'un l'autre. Soudain, ils arrivent dans un endroit où des objets comestibles sont étalés sur le sol et le propriétaire est entouré de gobelins. Avant de commencer le combat, Cain prononce un sort magique pour soigner l'homme inconscient et il se réveille ensuite. Tiffana dit à Cain de rester en arrière, puis attaque instantanément les gobelins. Cela entraîne la mort de nombreux gobelins par son épée magique de glace. Ensuite, elle imagine des cloches de mariage qui sonnaient, en robe de mariée, elle se met à danser avec Cain. Soudain, des lézards verts apparaissent et regardent. Cain envoie l'homme avec Tiffana et tue les lézards verts en utilisant son pouvoir magique de glace. Ensuite, il forme une colonne de glace autour de la zone des gobelins. L'homme avec lui proteste, mais elle lui dit de se détendre et de la laisser se battre. Plus tard dans la journée, Nina et une autre fille se tiennent au bord d'un trou. Le trou ancien était utilisé comme lieu de vie pour les lézards verts. Récemment, ils ont quitté le trou et maintenant il n'y a plus de lézards ici. Lena retourne chez elle après avoir inspecté le trou. Plus tard dans la journée, Cain arrive à la guilde des aventuriers et veut connaître la valeur des lézards verts. La réceptionniste Letia partage que tuer un lézard donnerait à Cain un rendez, mais elle est très surprise d'apprendre qu'il a tué 30 lézards, car elle ne connaît pas les récompenses pour avoir tué 30 lézards verts. Elle va donc voir Cédric assis dans sa chambre. Il ne croit tout simplement pas qu'un enfant qui s'est récemment inscrit puisse tuer des lézards verts dangereux. Il accuse Cain de tricher, tandis que Letia résiste en disant qu'il ne devrait pas être si impoli. Lorsque Cain essaie de clarifier qu'il n'est pas un tricheur, Cédric devient encore plus en colère, jetant le livre. Il annonce qu'il annule la carte de membre de Cain. Letia résiste en disant qu'il ne devrait pas agir de manière impolie tandis que Cain se tient la tête entre ses mains, inquiet de voir pourquoi Cédric n'est pas gentil avec eux. Soudain, un elfe entre dans la pièce, qui est le grand maître de la guilde. Cédric lui raconte la citation et le grand maître rit après avoir entendu tout cela. Cédric devient contrarié et demande la raison. Il commence à dire que Cédric pourrait être plus expert dans le jugement des personnes. À ce moment-là, Tiffana arrive et cercle. Le grand maître partage que le même enfant a sauvé les princesses Silk et Telestia, étant le fils du margrave Garm, et est sur le point d'épouser Tiffana, qui est la sœur du grand maître. Cain déclare humblement qu'il voulait juste obtenir son adhésion avec un nom ordinaire. En entendant cela, Cédric demande pardon en s'agenouillant. En tant que personne royale, Cain a toute l'autorité pour punir et exécuter la personne coupable qui l'humilie, mais il choisit de pardonner à Cédric pour qu'il n'abuse plus de son pouvoir. Ensuite, Cain veut savoir s'ils ont accepté ces lézards ou non. Le grand maître est satisfait de ses efforts et ordonne à Letia de garder les lézards dans la salle de stockage de la guilde tandis qu'ils élèveront le rang de Cain de G. Tiffana rappelle à son frère, le grand maître, que Cain a également tué un dragon rouge, ce qui le rend plus fort qu'elle. En révisant sa décision, le grand maître annonce que Cain sera élevé au rang A dès son premier jour dans la guilde, mais pour cela, il doit capturer des bandits. Une fois qu'il aura ramené les bandits à la guilde, ils lui donneront un insigne de rang. Le grand maître demande à Cédric d'aller compléter les formalités immédiatement. Le grand maître est heureux que le courageux Cain soit le futur époux de sa sœur et lui demande d'être un protecteur fort pour sa sœur. Elle prend offense quand il dit cela car elle sait qu'elle est plus musclée. Les deux frères et sœurs font des blagues mignonnes l'un avec l'autre. Cain est tellement impressionné que personne ne boude et qu'ils se comprennent bien en tant que frères et sœurs. Les dieux qui observent le comportement de Cain discutent entre eux du fait qu'il devrait recevoir une protection de niveau 10 plus importante, car Aaron, scellé il y a 300 ans, revient après avoir brisé le sceau. Par conséquent, pour maintenir le monde en bon état, ils doivent donner plus de pouvoir et de formation à Cain. Ils décident d'assigner un maître qui lui donnera une formation. Pendant ce temps, Cain profite de cette nuit avec sa carte dorée de rang A, obtenue le même jour où il est entré dans la guilde. Une fois de plus, Cain étudie quand Telestia et Silk entrent. Elles veulent étudier avec lui, et Cain accepte leur demande. Elles sont excitées à l'idée de rejoindre leur futur mari pour une séance d'études. Juste à ce moment-là, Tiffana entre et annonce à tout le monde qu'ils vont avoir un rendez-vous dans la jungle. En entendant cela, Silk et Telestia commencent à s'énerver et crient après Cain, qui cache son visage pour les éviter. L'histoire se poursuit alors que Cain doit passer l'examen d'entrée pour l'Académie royale. Sylvia est inquiète car Cain ne s'est pas réveillé, donc elle se rend nerveusement dans la chambre de Cain et le réveille. Cependant, Cain est tellement détendu qu'il ne pense pas qu'il sera en retard pour arriver à l'Académie, car il est ponctuel. Il arrive à temps à l'Académie royale et se dirige directement vers les réceptionnistes. Il demande son nom à Cain et vérifie où se trouve son nom dans la liste des candidats. On lui attribue ensuite un numéro de chambre et on lui donne un numéro de place, le numéro 10 dans la salle 285. On lui demande ensuite de se rendre à l'examen d'entrée. En marchant vers sa salle d'examen, il réalise qu'il n'a pas vu le nom de ses amis sur la liste des candidats. Lorsqu'il entre dans la salle, elle est déjà bondée d'étudiants plongés dans la lecture de leurs livres, et personne ne remarque son arrivée. Il cherche Sylvia mais réalise qu'elle est probablement dans une autre salle. À ce moment-là, l'examinateur entre dans la salle et demande à chaque élève de s'asseoir. Elle met en garde contre la tricherie,
affirmant que tout contrevenant perdra son droit de participer aux examens. Elle place ensuite un sablier sur la table et demande aux étudiants de commencer à lire leurs épreuves. Cain lit le papier et est heureux de constater que toutes les questions portent sur l'arithmétique et l'histoire. Il est sûr de pouvoir répondre à toutes les questions facilement. Peu de temps après, Cain pose sa tête sur la table pour se détendre. Mais l'examinateur remarque son attitude et le met en garde contre le temps restant. À sa grande surprise, Cain a déjà terminé son épreuve lorsque le temps s'écoule. L'examinateur demande à tout le monde de laisser son épreuve sur le bureau et de se rendre à la prochaine épreuve. Il apprend alors qu'il s'agit d'un examen d'évaluation magique. Chaque élève doit choisir un point sur un tableau accroché au mur et utiliser n'importe quel type de magie pour toucher ce point à une certaine distance. Cain choisit Inferno et lance une boule de feu bleu vers la cible, qui percute non seulement la cible mais aussi le mur et les arbres alentours. L'organisateur de l'examen court pour vérifier que tout le monde est en sécurité. Impressionné mais aussi agacé par l'ampleur de la magie utilisée par Cain, l'examinateur le fait passer à la zone d'escrime. Cain s'excuse pour les désagréments causés, mais l'examinateur ne l'écoute pas. Dans la zone d'escrime, il est annoncé que les étudiants combattront un aventurier de haut rang, Claude. Cain se sent à l'aise face à Claude, mais ce dernier est surpris de le voir participer à de tels tests en raison de ses pouvoirs extraordinaires. Cain accepte humblement les compliments et explique que c'est son souhait de rejoindre l'académie. Alors qu'un étudiant converse avec un guerrier de haut niveau, l'examinateur perçoit l'intérêt de Claude pour affronter Cain. Par conséquent, il ordonne à Cain de passer d'abord l'examen d'escrime, puisque Claude connaît le niveau d'expertise de Cain. Claude le met d'abord au défi pour le chauffer. Lorsque le combat commence entre eux, ils s'attaquent si rapidement que les autres étudiants ne peuvent même pas suivre la vitesse de leurs épées. Malgré chaque coup d'épée de Cain, Claude ne peut se permettre de perdre la session avec Cain. Il utilise donc un boost pour se revitaliser et attaquer Cain avec une puissance accrue. Non seulement les étudiants, mais même l'examinateur est surpris de les voir se battre comme des experts. Par conséquent, il les arrête et dit à Cain qu'il a évalué ses compétences et lui permet de rentrer chez lui en attendant le résultat. Claude a tellement apprécié la session de combat avec Cain qu'il veut en avoir une autre un jour et partager ses pensées avec lui. Cain accepte et rentre chez lui. En ouvrant la porte de sa maison, Sylvia l'attend déjà avec impatience dans le hall. Cain lui raconte comment il a réussi chaque examen et espère obtenir l'admission à l'académie. Sylvia fait confiance aux compétences de son maître et lui souhaite bonne chance. Soudain, elle sent que son jeune maître Cain doit avoir faim après un tel examen difficile. Elle se précipite donc vers la cuisine pour préparer à manger, laissant de côté la conversation. Pendant ce temps, Cain est invité à rencontrer le roi dans sa chambre. Il s'y rend directement, mais le roi semble en colère et tient un papier à la main. Le rapport envoyé par l'académie montre que Cain a causé tant de problèmes en utilisant un pouvoir énorme. Il a brisé le mur de l'enceinte et détruit la zone située derrière, ce qui aurait pu mettre la vie de quelqu'un en danger. Cain s'excuse pour l'erreur, mais malheureusement, il a utilisé ses pouvoirs après avoir obtenu la permission de l'examinateur. Plus tard, le roi veut savoir pourquoi ses filles, Télestia et Silk, ne l'ont pas trouvé dans la salle d'examen. Soudain, le roi réalise que Cain a commis une autre erreur en entrant dans les salles d'examen réservées aux roturiers. Initialement, il pense que Cain ne sait pas que l'entrée sud est pour les gens ordinaires tandis que la porte nord est pour les membres de la famille royale. Mais Cain le sait, et lorsque Télestia ne l'avait pas trouvé dans leur salle, elle l'a cherché partout et en a fait part au directeur. Par la suite, le duc Éric a une autre histoire à partager avec le roi. L'examinateur de l'académie est venu le voir, joyeux en disant que l'examinateur était surpris de voir comment un enfant ordinaire a détruit le centre d'examen. De plus, il n'a jamais vu un débutant utiliser son habileté d'épéiste de manière idéale avec un guerrier de haut niveau. Ils sont préoccupés par la révélation des résultats de l'examen, sinon ils l'auraient déjà déclaré. Après avoir entendu l'histoire, le duc rit si fort que cela confond l'examinateur. Le duc admet qu'il sait que maître Cain doit avoir fait tout cela. Il est heureux que lorsque le premier ministre Magna recevra la facture de réparation de l'académie, quelle sera sa réaction? Cain s'excuse auprès des deux, tandis que le roi le met en garde lui disant de faire beaucoup plus preuve de modération à l'avenir. Le roi demande à Cain de partir et lui rappelle que l'annonce des résultats est aujourd'hui, il doit donc arriver à l'académie à temps. À l'académie royale, Cain essaie de lire son nom pour déterminer s'il a réussi l'examen. Soudain, Silk se tient derrière lui et partage la bonne nouvelle, Cain est en tête de liste pour avoir exceptionnellement bien réussi l'examen. Elle et Télestia ont obtenu respectivement la 3e et la 2e place. Il est contrarié lorsque Silk lui révèle que Télestia n'a pas aimé qu'il ait pris l'entrée sud et il se rend compte qu'il va encore se faire gronder. En partant, elle met en garde Cain de se présenter à la cérémonie d'entrée ou de se préparer à être puni. La colère monte en Cain car il n'aime pas la façon dont elle agit de manière autoritaire avec lui. Cain décide donc d'assister à la cérémonie et rencontre Reine à l'entrée. Elle guide les étudiants sur le chemin à suivre. Soudain, elle tourne la tête et voit Cain avec une énorme excitation. Elle le serre dans ses bras et partage sa fierté pour lui d'être le meilleur scoreur du test. Reine lui souhaite bonne chance pour son discours à la cérémonie d'entrée.
Cain devient nerveux lorsque Rein partage que chaque meilleur scoreur dans l'examen d'entrée donne un discours à la cérémonie. Cette année, Cain sera cet étudiant. Peu après, Cain rentre chez lui pour se changer. Il ne sait pas que Sylvia l'attend avec impatience, car elle veut connaître le résultat de l'examen. Sylvia devient tellement excitée quand Cain rentre et annonce la bonne nouvelle qu'il est le meilleur scoreur à l'examen écrit et pratique. Elle fait confiance à son maître Cain et court immédiatement vers la cuisine pour préparer de la nourriture pour 100 personnes pour célébrer. Cain n'aime pas que Sylvia veuille qu'il mange toute la journée, mais il ne s'en soucie pas aujourd'hui car manger trop est autorisé au moment joyeux. Cain arrive à la cérémonie vêtu d'une belle veste et observe les deux entrées de l'académie. En entrant, il voit que ses parents sont déjà assis et agitent leurs mains depuis le hall. À son entrée, Silk et Telestia lui demandent de les rejoindre dans le hall et aiment son apparence dans l'uniforme de l'académie. Cain prend place entre Silk et Telestia. Les garçons assis derrière se demandent qui est le garçon assis avec les filles du roi, tandis que les filles apprécient que Cain soit assez charmant. Enfin, la cérémonie commence et un enseignant monte sur scène. Il annonce que Cain est le meilleur scoreur de l'examen, donc il s'adressera aux étudiants. Cain se tient devant les étudiants derrière un bureau et explique comment il ne connaissait pas le chemin exact vers le centre d'examen le premier jour. Plus tard, il a appris qu'un était pour les roturiers, mais il ne croit pas à la division des gens en communautés séparées. Il envisage donc de se faire des amis indépendamment de leur noblesse. Après avoir terminé son discours, deux autres présentateurs partagent que le roi est assis entre eux et veut s'adresser aux étudiants. Il se met à côté de Cain et met en garde les enseignants car la promotion de cette année est hors du commun, alors il leur souhaite bien du courage. Cain se sent embarrassé et sent que le roi le met en garde. Après ce discours, ils sont rentrés en classe où Silk et Telestia l'attendaient. Soudain la prof entre et leur demande de choisir leur spécialité. L'enseignant veut s'assurer que tout le monde choisit sagement la matière. Cain choisit naturellement l'aventure, tandis que Silk insiste pour choisir la matière de la noblesse. Il choisit celle qui combine la noblesse et l'aventure. Silk promet de lui organiser un domaine et ils sortent. En sortant de la pièce, il voit une vieille amie debout dans le couloir. C'est Parma et elle est entourée de quelques garçons nobles. Il la force à quitter l'académie car une roturière comme elle ne devrait pas être ici. Cain apparaît alors et les empêche de se moquer d'elle. Les garçons ne l'écoutent pas et deviennent plus obstinés. Ils disent qu'ils détruiront Parma et sa famille même s'ils les arrêtent maintenant. Entendant cela, Silk et Telestia demandent qui oserait nuire à qui. Le fils du marquis et ses amis deviennent très effrayés. De plus, Telestia met en garde qu'un membre de la famille noble devrait apporter réconfort et paix aux gens ordinaires, tandis qu'ils causent des problèmes. Par conséquent, ce sont eux qui doivent être punis. Tous les garçons veulent demander pardon à Silk et Telestia. Ils leur font présenter des excuses à Parma à la place, ce qu'ils font. Parma parle ensuite à Cain et est très heureuse d'être dans la même classe que lui. Remarquant que Cain est assez franc avec Parma, à la fois Silk et Telestia veulent qu'il s'agenouille pendant qu'il parle un peu avec la nouvelle fille. Ne voyant pas d'autre solution, il s'agenouille comme elle le dit si strictement. Après que Cain se soit agenouillé, ils appellent Parma à venir avec eux pour avoir une petite conversation. Ils commencent à rire dans un coin, tandis que Cain est surpris. Il soupçonne qu'ils doivent comploter quelque chose contre lui. En même temps, Cain entend une voix étrange mais ne peut pas voir son visage. La voix masculine lui ordonne de se lever car ses genoux doivent être fatigués et de se diriger vers la bibliothèque. C'est là qu'il le rencontrerait. Alors que Cain ouvre la porte de la bibliothèque, il voit une autre dimension à l'intérieur. Soudain, il disparaît en un éclair et réapparaît dans une pièce où un homme est assis de dos à Cain. Il ne peut pas juger qui il était. La chose la plus suspecte est que l'homme prépare du café, ce qui n'est pas un élément dans ce monde. L'homme se retourne et a un sourire sur le visage. Avec un ton poli, il dit que Cain est en réalité Shena et qu'il le sait bien. Il prend une tasse de café et l'apprécie beaucoup car c'est la seule chose qui lui manquait dans ce monde et qu'il l'a bu après 9 ans. L'homme lui dit qu'il a entendu de l'ancien Zénon, le chef des dieux et des autres dieux, qu'ils venaient d'un autre monde et qu'ils sont ceux qui ont organisé cette rencontre. Cain se demande quel genre de personne peut bien être cet homme au hasard et même le niveau de force qu'il possède pour pouvoir rencontrer les dieux. À contre-cœur, il demande à l'homme quel est son nom et l'homme dit qu'il ne sait pas si Cain le connaît, mais son nom est Yuya Tera Hirasawa Esfor. Cain crie, n'en croyant pas ses oreilles. Yuya Hirasawa est le premier roi du royaume d'Esfor et il est celui qui a créé le royaume. Cain ne veut pas le croire et lui dit qu'il a récemment trouvé un livre sur la magie ancienne que Yuya avait écrit en japonais, et quand il a lu le livre, il a vu qu'il avait été écrit il y a environ 300 ans. Cela signifie que Yuya vit depuis plus de 300 000 ans et il devrait être mort. Il regarde sous la chaise pour confirmer si Yuya est un fantôme, mais il peut voir les jambes de Yuya par terre, il est donc évident que Yuya n'est pas un fantôme. Il demande à Yuya comment il est encore en vie après toutes ces années, et Yuya lui dit qu'au lieu d'attendre une réponse, il devrait utiliser son statut pour découvrir qui il est et comment il est encore en vie. Après avoir obtenu cette autorisation de Yuya, Cain ouvre son statut et découvre que Yuya est le dieu de la création. Il crie, et Yuya lui explique qu'il est le dieu de la création et qu'il était celui qui a créé le monde dans lequel il se trouve, appelé le Favinil. En conséquence,
Il est devenu immortel et il a maintenant la même force que les autres dieux que Caïn a rencontrés. Caïn est étonné, il avait pensé qu'il était celui qui était trop gâté par les dieux et à qui on avait donné tant de capacités magiques, mais il ne sait pas qu'il est sur le point de débloquer un niveau de force plus grand que ce qu'il peut imaginer. Après l'introduction, Iuya lui dit qu'il a entendu beaucoup parler de Caïn par les dieux et que les dieux ont dirigé Caïn vers lui pour que Caïn puisse s'entraîner et apprendre à se battre. L'idée de s'entraîner semble ridicule à Caïn, il n'a même pas pu apprendre quoi que ce soit des enseignants qu'il avait formés quand il était enfant. Il est plus fort que quiconque maintenant, alors pourquoi doit-il s'entraîner davantage? Il exprime ses préoccupations à Iuya qui lui dit qu'il n'est pas assez fort. Iuya sort un biscuit et dit que si Caïn pense qu'il est assez fort, il devrait essayer de lui prendre le biscuit. Caïn entre immédiatement en action, il saute en avant pour prendre le biscuit, mais Iuya sort son épée et tient Caïn à la pointe de l'épée. Caïn est terrifié, accepte la défaite et dit qu'il n'est en fait pas aussi fort que Iuya, cependant, il est plus fort que la plupart des gens dans le monde, alors pourquoi les dieux veulent-ils qu'il s'entraîne davantage? Iuya lui explique que c'est parce qu'il doit combattre quelqu'un. Caïn ne comprend pas, alors Iuya lui dit qu'il doit combattre le dieu maléfique nommé Aaron. Environ 300 ans auparavant, Aaron a semé la haine dans le cœur de tout le monde et il les a fait se battre entre eux. Caïn ne comprend pas, il se demande comment une seule personne peut provoquer une bagarre. Iuya explique à Caïn qu'Aaron a utilisé l'oracle pour propager des désinformations à travers le monde. Il a fait haïr les gens les uns aux autres et cette haine les a poussés à se battre et à se tuer il y a environ 300 ans. Iuya et ses amis se sont réunis pour sceller Aaron, malheureusement, le sceau qu'ils avaient utilisé pour Aaron se brise peu à peu et avec le temps, le sceau se brisera totalement. Cela ne semble pas être une préoccupation pour Caïn. Il suggère que puisqu'Aaron était celui qu'il avait scellé il y a 300 ans, il devrait simplement le sceller à son tour. Malheureusement, Aaron lui dit qu'il est désormais dans la même catégorie que les autres dieux et qu'il ne peut pas intervenir dans les affaires humaines, donc la seule solution est Caïn. Il dit à Caïn que l'avenir du monde repose sur lui mais cela déprime Caïn. Iuya lui dit qu'il n'a pas été choisi au hasard pour mener ce combat car tout remonte à sa vie antérieure. Caïn ne comprend pas ce qu'il dit et demande des détails mais il se téléporte à la mer. À leur arrivée à la mer, Caïn est toujours intéressé par les propos de Iuya sur sa vie antérieure. Iuya lui dit qu'il n'est pas assez fort et que sa force actuelle est d'environ la moitié de la force normale. S'il veut vaincre Aaron, il doit être d'environ 600 en niveau de force. Il est actuellement à 300, il a donc un long chemin à parcourir. Caïn se moque de tout cela et demande à Iuya ce que cette quête a à voir avec sa vie antérieure. Iuya promet de lui dire s'il peut prendre le biscuit dans sa main. Iuya disparaît et réapparaît, apportant une boussole qu'il donne à Caïn, lui disant que la direction lui montrera le chemin du retour vers la maison d'où ils sont venus, donc il devrait continuer à marcher jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Il lui dit que le voyage prendra beaucoup de temps mais qu'il ne doit pas se téléporter. Caïn est préoccupé par le fait que s'il lui faut beaucoup de temps, alors il manquera l'école, mais Iuya le rassure qu'une année dans ce monde équivaut à un jour dans le monde normal. Caïn continue à poser plusieurs questions à Iuya mais Iuya l'arrête en lui disant qu'il est le seul à pouvoir se sauver et personne d'autre ne peut le faire pour lui. Iuya disparaît et Caïn réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de continuer à marcher vers chez lui et à se battre. Pendant ce temps, chez lui, Sylvia entend des voix près de sa porte et suppose que son maître est de retour. Quand elle se présente à la porte, elle voit Telestia et Silkla. Elle s'excuse auprès d'elle, leur disant qu'elle avait pensé que c'était son maître. Elle leur dit que Caïn n'est pas rentré chez lui depuis qu'il est parti pour l'école, donc elle suppose que c'était lui. Les filles sont également rentrées chez elles pour chercher Caïn, puisqu'elles ne l'ont pas vu à l'école. Lorsque Sylvia apprend qu'il n'est pas à l'école, elle se sent mal. Elle se demande si son maître a été enlevé, emprisonné ou s'il s'est trouvé dans une mauvaise situation. Telestia est convaincue que Caïn va bien, elle leur dit que c'est Caïn et qu'il est assez fort pour surmonter tout ce qu'il affronte. Elle rentre dans la maison en proposant d'attendre chez elle pour Caïn. Pendant ce temps, Caïn commence à combattre les monstres sur le chemin du retour. Il entre dans la forêt et rencontre plusieurs monstres puissants qu'il n'a jamais rencontrés de sa vie. Il continue à lutter contre eux parce qu'il croit qu'un enfant courageux ne devient pas lâche, c'est son espoir jusqu'à ce qu'il rencontre un monstre particulier. En rencontrant le monstre, celui-ci le saisit et le serre. Il se demande si c'est ainsi qu'il va mourir. Le monstre tente de le tuer mais quelque chose aveugle soudainement le monstre et le monstre meurt. Caïn commence à entendre la voix d'un enfant qui pleure. Il rassemble son courage pour se diriger vers le son et quand il arrive là-bas, il voit un animal blanc blessé. Il dit que l'animal a beaucoup souffert et qu'il devrait soulager sa douleur en le tuant. Au moment où il est sur le point de le faire, il se rappelle comment il est mort en sauvant quelqu'un. Il se souvient que sauver quelqu'un est plus important que de tuer, donc même s'il meurt, il décide d'utiliser son dernier pouvoir de guérison pour soigner l'animal. Il s'évanouit immédiatement et quand il se réveille, il voit l'animal combattre les monstres en son nom. Il réalise que l'animal le protège, alors il demande s'ils devraient marcher ensemble. Il donne à l'animal le nom de Haku. Ce jour-là, il apprend qu'à aucun moment de la vie une personne ne devrait abandonner, car son courage peut encourager une autre personne. Il combat tous les monstres dans la forêt avec Haku et rentre chez lui plus grand qu'il ne l'était en partant. Quand Iuya le voit,
il est encouragé. Il lui dit qu'il a très bien fait et qu'il a même gagné en force. Il le complimente également sur sa plus grande taille. Iuya remarque Aku et lui dit que Aku est un Fenri. Caïn ne sait pas ce qu'est un Fenri, alors il dit que Aku est juste son ami. Iuya rit et lui explique que Aku est un esprit divin, très fort, et qu'il ne fait un contrat qu'avec les personnes qu'il veut. Il lui dit que si Aku l'apprécie, il fera un contrat avec lui. Caïn ne sait pas que son animal est si fort. Il demande à Aku s'il voudrait faire un contrat et ils en créent un. Après le contrat, Aku disparaît. Iuya lui dit que s'il veut appeler Aku, il devrait dire le surnom Aku, et dès qu'il le dit, Aku revient. Un autre homme, Doran, entre. Iuya dit à Caïn que Doran sera son prochain professeur et qu'il devrait apprendre sous lui. Caïn demande à Iuya de lui raconter l'histoire qu'il veut lui dire, et Iuya promet de le faire avant de quitter ce monde. Alors que son entraînement commence avec Doran, celui-ci lui dit que Iuya est plus fort que lui et qu'Aaron est plus fort que d'eux. Donc s'il veut vaincre Aaron, il doit remporter le combat. Il part pour son premier combat et avec un seul coup, il s'évanouit. Il se réveille dans une maison inconnue et Aku lui saute dessus. Il descend les escaliers et rencontre Rory, la femme de Doran, ainsi que leur bébé dragon, Jim. Il joue avec la famille et apprécie de manger avec eux avant de partir pour son prochain entraînement. Pendant ce temps, chez lui, Telastia et Silk restent dans sa maison en l'attendant. Il décide de s'assurer qu'il est heureux à son retour. Alors il demande à Sylvia de leur apprendre à cuisiner pour qu'il puisse lui préparer un délicieux repas. Ils subissent plusieurs entraînements rigoureux de la part de Sylvia à cette fin. Caïn part pour son deuxième entraînement et encore une fois, il trouve difficile de vaincre Doran, mais cette fois, il ne s'évanouit pas. Au lieu de cela, il résiste à la plupart des attaques et rentre chez lui à pied, bien qu'il s'évanouisse immédiatement après être entré dans la maison. Il part pour un autre ensemble d'entraînements, et cette fois, Doran l'encourage à ne pas abandonner. Il se souvient de l'histoire que Iuya lui a racontée sur la façon dont ce monde est lié à son monde d'origine. Iuya lui a dit qu'Aaron était le dieu de l'amusement, mais qu'il avait soudainement changé et créé un jeu de mort. Il a envoyé ce jeu dans le monde, incitant les gens à se battre entre eux. Les dieux ont besoin de quelqu'un pour se battre dans cette bataille, c'est pourquoi ils ont fait appel à Iuya et à quelques autres personnes. Ces hommes courageux ont combattu contre Aaron, mais Iuya était triste de ne pas pouvoir sauver ses amis. Tout en apparaissant dans la mémoire de Caïn, Iuya lui explique en outre qu'il est plus lié à Aaron qu'il ne le pense. Il lui dit que son ami qu'il n'a pas pu sauver étaient les parents d'origine de Caïn, Megumi et Seiya. En ce jour fatidique, Megumi, Seiya et Aaron sont convoqués par Marine dans l'autre monde. Marine tente de les supplier d'être leur héros, mais Megumi et Seiya sont plus préoccupés par leur petit garçon qu'ils ont laissé à la maison. En conséquence, Marine leur demande de rencontrer les dieux qui expliquent la situation et ils décident de combattre. Pendant qu'ils combattent Aaron, il envoie des pointes aux guerriers et Megumi prend la pointe de Marine et meurt. Voyant sa femme morte, Seiya attaque Aaron et demande à Iuya de les sceller ensemble. Cette histoire encourage Caïn et il vainc Doran. Il retourne rencontrer Iuya et s'incline devant la tombe de ses parents. Iuya lui dit au revoir et lui demande d'emmener Aku et Jin dans son monde. Alors que Caïn part, Iuya est encouragé que Caïn sera plus fort que car non seulement il a des gens qu'il veut protéger, mais il est également protégé par beaucoup de monde. Finalement, Caïn retourne rencontrer Sylvia, Telestia et Silk. Telestia et Silk lui montrent le biscuit qu'ils ont préparé pour lui et il le mange joyeusement. Caïn arrive au palais pour rencontrer le roi et il est choqué d'entendre qu'il était avec le premier roi. Caïn explique que le roi a créé un autre monde et est devenu le dieu de la création, ce qui les choque grandement. Dans la lettre que Iuya a adressée au roi, il fait mention de l'entraînement dangereux que Caïn a suivi dans son monde. Caïn révèle également qu'il a combattu des monstres vicieux et que l'entraînement a duré environ 5 ans. Le roi et Eric sont toujours stupéfaits car il a disparu pendant quelques jours mais il prétend avoir 5 ans d'entraînement pour les convaincre. Caïn leur montre l'épée katana que Tera Hirasawa lui a donnée. En regardant une épée qui est censée être utilisée par le roi, ils sont obligés de le croire. Eric l'informe qu'il a reçu un courrier d'avertissement de la guilde des aventuriers car il a oublié d'accomplir sa quête pour devenir aventurier de rang A et s'il ne se grouille pas, il sera expulsé de la guilde. Cette nouvelle le fait crier et pour sécuriser sa position d'aventurier de rang A, il se dirige vers Adam, le chef de la guilde des aventuriers. Adam partage les préoccupations de sa sœur à son sujet, qui devient folle de ne pas la trouver. En ignorant sa conversation sur sa sœur, il insiste sur l'annulation de sa position d'aventurier de rang A car il lui a déjà dit de rejoindre la quête pour saisir cette offre. Caïn révèle qu'il est confronté à de nombreux défis ou obstacles et c'est pourquoi il n'a pas pu accomplir la quête. C'est une offre limitée dans le temps, donc il lui demande de rejoindre la quête et Caïn n'a d'autre choix que de répondre à sa demande. Sa tâche est d'attraper les bandits, et étant donné sa puissance, cela ne représente rien pour lui. Avec la lévitation, il atteint la forêt et attend les voleurs. En volant, il a vu quelques bandits qui ont capturé 2 filles et un monsieur. Lorsqu'il les remarque de près, il se rend compte que ce sont ses maîtres. Maître Nina et Maître Milly sont prêts à enseigner une leçon à ce salaud, mais Maître Milly est blessé, c'est pourquoi il la guérit avec son pouvoir de guérison et son pouvoir est augmenté. En la voyant avec Caïn, elle sait maintenant qu'ils ne vont pas leur faire de mal.
Les bandits se moquent de Caïn parce qu'ils le jugent par sa taille. Bientôt, Caïn leur donne une leçon sans enlever le fourreau de son épée. En un clin d'œil, il les a jetés au sol et ils ne sont pas assez compétents pour se relever. Le père de Parma est obligé de sauver leur vie. Ses maîtres lui demandent ce qu'il fait ici et il les informe que c'est la guilde des aventuriers qui lui demande de terrasser des malfrats. En entendant cela, la bouche de ses maîtres s'élargit car la quête est donnée à ceux qui sont au niveau supérieur. Ils savent que Caïn a un bel avenir mais ils doivent apprendre qu'il est si rapide pour réussir. Il peut leur faire exploser une autre bombe en leur montrant une carte d'or d'aventurier de niveau. Ils sont stupéfaits et Caïn révèle le défi continu qu'il a amené à atteindre ce stade. D'autre part, le père de Parma est préoccupé par ces voleurs et comment ils doivent s'en occuper. Caïn a une solution à ce problème et les a ligotés et les a emmenés à la guilde. Avant cela, il se souvient de déposer le père de Parma chez lui. Ici, Parma révèle Caïn comme baron et son maître a honte de l'appeler Caïn. Ils ne peuvent pas le traiter comme son ami car il est une personnalité notable. Caïn lui dit de le traiter comme d'habitude car il est toujours son étudiant. Dans une joie débordante, Maître Milly le serre contre sa poitrine. Après s'être libéré, Caïn préfère s'enfuir d'ici et son maître l'accompagne également. Lorsqu'il remet les bandits à la guilde, elle est stupéfaite qu'il ait terminé si rapidement sa quête. En dehors de cela, les voyous tourmentent à nouveau Milly et lui proposent de l'accompagner. Milly l'ignore mais il est persistant et sur le point de mettre sa main sur son épaule, c'est alors que Caïn apparaît et retient sa main. Il lui conseille également de ne pas harceler son maître. Tout d'abord, ils l'ont considéré comme un enfant, mais bientôt ils se souviennent d'une rencontre précédente avec lui où il les a battus à mort. Ils sont effrayés et reculent. Ici, Claude et Léna arrivent et remarquent une forte aura. Pas étonnant, c'est Caïn, mais ce qu'il fait ici, c'est que Caïn les présente à ses amis, ainsi qu'à l'enseignant. C'est au tour de Caïn d'être choqué car Milly est la sœur de Claude. Milly lui explique qu'elle enseigne à Caïn depuis qu'il a 5 ans et qu'il l'a déjà mentionné dans la lettre. C'est une coïncidence incroyable. Claude veut boire de l'alcool, Léna le frappe avec sa baguette parce qu'il a trouvé une excuse pour boire à nouveau. Malgré cela, il commence à boire et Milly partage l'événement où Caïn les a protégés. Nina révèle qu'il a atteint le niveau d'un aventurier de rang A, donc ce n'est rien devant lui. Claude est pris au dépourvu car il n'a que 12 ans, mais il ne devrait pas être surpris car Caïn est un enfant extraordinaire. Il lui a déjà donné du fil à retordre lors de l'examen d'entrée et tout le monde est choqué d'entendre cela, surtout Milly. Nina révèle que Caïn est en réalité un baron. Léna et Claude sont inquiets car ils ont été impolis avec lui, mais Caïn l'a déjà oublié car il les considère comme des amis. Ils sont excités de savoir comment il a acquis autant de puissance, mais Caïn n'est pas autorisé à divulguer le secret de son entraînement entre les mains de Dieu. En plus de cela, Nina et Milly leur montrent leur sac que Caïn leur a offert en tuant le monstre rouge et vert. Excitée, Léna demande combien de choses elle peut y mettre. Quand Nina révèle qu'elles peuvent y mettre une mention complète, alors elle implore Caïn d'en faire une pour elle. Caïn est prêt à le faire pour elle et elle le serre dans ses bras de plaisir. Claude le calme car elle oubliera tout demain. Il crie alors parce qu'il doit aller à l'école demain et il ne peut pas manquer ses cours car il a déjà manqué toute la semaine. Claude pense que ce n'est pas la peine pour un baron avec une force extraordinaire d'aller à l'école car ce ne sera pas facile pour lui de s'intégrer. Au contraire, Caïn pense qu'il lui reste encore beaucoup de choses à apprendre d'ici, mais ils sont toujours préoccupés par lui en voyant sa passion pour ses études. Nina veut le serrer dans ses bras mais il s'échappe en prétextant l'école et ils veulent l'aider en même temps. Le tia arrive, inquiet pour l'instructeur de l'école. L'instructeur actuel a été blessé donc elle cherche un remplaçant. Quelque chose clique dans l'esprit de Claude et il lui demande de donner plus de détails dans la classe de magie. Les élèves doivent frapper le poing devant eux de toute leur force. Caïn prévoit de montrer sa puissance dans cette classe mais elle lui interdit de faire quelque chose parce que son niveau de puissance est au-delà du niveau débutant. Caïn est devenu déprimé car cet ordre n'est pas limité à cette classe, toutes les classes sont incluses dans cette règle. Ses amis le surveillent et ressentent de la pitié pour lui, c'est pourquoi ils ont décidé de mettre en œuvre le plan pour l'aider. Pendant le cours d'aventure, le professeur a invité des aventuriers de la guilde qui leur enseigneront quelque chose de nouveau, ces instructeurs ne sont autres que Claude et ses maîtres. Claude et Léna sont des aventuriers de rang A, par contre Milly et Nina sont des aventurières de rang B. Claude dit à tous les élèves de garder leurs cartes d'aventure sur la table. Tous les étudiants ont gardé leurs cartes sauf Caïn. Caïn hésite à garder la carte parce que cela peut créer un désordre dans la classe. Il a la carte d'aventurier de niveau élevé, mais ses camarades sont des débutants. N'ayant pas d'autre option, il dit à Claude qu'il a oublié la carte. Claude le réprimande pour ne pas avoir la carte et lui apprend l'importance de celle-ci. Il lui donne aussi l'instruction de ne jamais oublier la carte. Après cela, il dit à son équipe de montrer l'atout de leur plan. Maintenant, ils sont sur le champ de bataille où il veut profiter du combat simulé avec Claude, mais les élèves doivent lui donner un tour pour faire quelque chose. Ensuite, il décide de viser le tableau avec son pouvoir magique. Mais il ne lui est toujours pas permis de le faire. En réalité, ils ont fait un plan pour devenir le héros aux yeux des élèves. Ils abattent les élèves un par un et à la fin, ils donneront à Caïn une chance de montrer sa capacité à les surpasser. Quand il les battra, il deviendra un héros pour toute l'école. Mais le temps presse et il attend son tour. À ce moment-là,
un élève lui demande de se mettre en ligne. Quand il regarde la file, elle est énorme et il attend désespérément son tour. Claude lance leurs épées d'un seul coup et les élèves acceptent leur défaite et avancent. Enfin, c'est au tour de Caïn et il est prêt pour le combat. La cloche sonne alors que leurs épées allaient s'affronter car le temps est écoulé pour ce cours supplémentaire. Ses amis sont déprimés car leur plan a échoué. Claude l'encourage car ils pourront se battre une autre fois, mais le professeur les informe qu'ils ont besoin de plus d'argent pour engager l'instructeur pour le cours supplémentaire. Caïn a causé des problèmes en classe, alors l'école doit en supporter les conséquences. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin de plus d'argent pour dépenser pour l'instructeur. En entendant cela, Caïn est furieux et s'enfonce dans la forêt. Il est en colère contre Claude qui ne lui a pas permis de se battre avec lui. Dans sa colère, il crée un brasier et le jette partout. Même un dragon apparaît devant lui, mais il tue le dragon d'un seul coup et crée une pluie de feu avec son pouvoir. En dehors de cela, les soldats pensent que le prince des ténèbres est arrivé, alors ils se dirigent vers la forêt et le père de Caïn les mène. Heureusement, Caïn se sent mieux et part d'ici en jetant son mouchoir. Son père est arrivé ici et a trouvé un énorme trou avec un mouchoir appartenant à son fils. Le jour suivant, Caïn est appelé par le roi qui lui fait part de la destruction causée par le prince des ténèbres. Pour le neutraliser, ils ont décidé de demander de l'aide à l'autre continent, mais Caïn leur demande avec hésitation de ne pas le faire. Le roi devient alors suspect et demande la raison de ne pas le faire. Caïn ne veut pas révéler le secret, mais ne peut pas mentir. Avec des excuses, il se dénonce comme coupable. Pendant ce temps dans la forêt, un fragment du corps de l'ancien dieu du divertissement a pu se libérer, ce qui fait vibrer toute la forêt et toutes les créatures qui s'y trouvent. Il compte bien prendre sa revanche sur les dieux en détruisant le monde qui l'ont créé. Pendant ce temps, à l'école, tous les étudiants se rassemblent pour leur pratique de la magie, et le professeur Elka appelle Caïn, qui s'attend à une autre séance d'autodiscipline. À sa grande surprise, Elka livre des nouvelles inattendues alors qu'elle présente le magicien de la cour royale, Gratt. Après l'introduction, le professeur explique les deux types de magie d'invocation. Le premier type implique de former un lien, comme celui que Caïn partage avec Jin et Aku, où ils deviennent amis avant de conclure un contrat. Le deuxième type est la méthode d'invocation standard, où un accord est conclu avant que le lien ne soit formé. Ensuite, Gratt annonce qu'ils vont participer à une activité qui implique l'utilisation de la magie d'invocation à travers un cercle magique. Affichant le cercle magique sur une feuille de papier, les étudiants commencent à appeler des créatures adorables et à conclure des contrats avec elles. Cependant, l'un des enfants invoque accidentellement une bête puissante et lui commande d'accepter de signer un contrat avec lui. Malheureusement, le monstre disparaît dans l'air. Et Gratt explique que cela doit être dû au pouvoir magique limité de l'enfant, les laissant soulagés. Encouragé par Gratt, le jeune enfant, Caïn, est exhorté à tenter immédiatement la magie d'invocation. Avec excitation, Caïn place le cercle magique sur le sol, impatient d'essayer, mais les souvenirs de son échec passé l'envahissent. Pour le rassurer, Gratt dit à Caïn de ne pas se retenir, lui assurant qu'il peut donner le meilleur de lui-même. Répondant à l'encouragement de Gratt, Caïn canalise la plupart de son pouvoir magique dans la magie d'invocation. Cependant, un sentiment de danger commence à l'envahir, le poussant à interrompre le processus. Malheureusement, l'invocation échappe à son contrôle. Avant que Caïn puisse intervenir, un démon terrifiant se matérialise au-dessus du cercle magique. Se présentant comme le roi des démons, le démon fixe Caïn des yeux, aveuglant instantanément ses camarades de classe d'une lumière éblouissante. Après que la luminosité ne se soit estompée, Caïn se demande si le démon est un subordonné d'Aaron. Soudain, le démon reconnaît le statut de Caïn et, sans avertissement, s'agenouille, implorant sa vie. Malgré son choc, Caïn garde son calme et refuse l'offre du démon de détruire l'humanité, même si le démon est maintenant prêt à servir comme son nouveau maître. Caïn insiste pour que le démon l'appelle par son nom une fois qu'il sera parti. Gratt s'enquiert de la situation, mais Caïn invente une histoire, prétendant que le roi des démons est parti sans conclure de contrat avec lui. Il est soulagé par l'apparente compréhension de Gratt, mais le soulagement de Caïn est de courte durée, car l'instant suivant, il se retrouve face au roi, qui l'oblige à expliquer les événements réels. Après avoir appris la vraie histoire, le roi, Eric et Magna sont pris de court et remplis de surprises. Le roi, de plus en plus anxieux, crie d'hystérie, préoccupé par le danger potentiel qui pourrait menacer le royaume, car un roi des démons a le pouvoir de décimer un royaume entier en quelques secondes. Caïn s'excuse pour la situation, mais Gratt et le roi restent perplexes sur la façon dont Caïn a réussi à invoquer une entité si puissante. Le roi suppose que les capacités extraordinaires de Caïn pourraient être le résultat de l'entraînement par le premier roi. Il demande à Caïn de démontrer son statut tout en demandant à Gratt de garder cette révélation confidentielle. Alors que Caïn dévoile son nouveau statut, laissant tout le monde stupéfait, leur mâchoire tombe en le voyant être un demi-dieu. Le roi et ceux présents sont choqués, tandis que Gratt s'agenouille en révérence. Le roi s'enquiert de la façon dont Caïn est devenu un demi-dieu. Eric éclate de rire, se moquant de lui, tandis que Magna l'adresse de manière ludique avec des titres comme Seigneur et Maître. De plus,
Le roi cherche l'assurance que Caïn ne portera pas de destruction sur leur monde, ce qui le surprend. À sa grande stupéfaction, le seigneur des démons exprime le même sentiment, les choquant davantage. Caïn demande qu'ils le traitent de la même manière qu'ils l'ont toujours fait, ce à quoi le roi acquiesce. Le roi suggère avec humour qu'avec son statut, il pourrait remettre la couronne et la clé du royaume à Caïn. Il regarde gratte, reconnaissant que c'est pourquoi il lui avait ordonné de garder cela secret. Soudainement, le roi déclare qu'il organisera bientôt une réunion où il accordera à Caïn une ville, lui conférant le titre de vicomte. Le roi lui dit de diriger la ville comme bon lui semble mais que si la ville prospère alors il annoncera ses fiançailles à la cour. Avec un ton sévère, le roi affirme que si Caïn ne peut pas défendre une seule ville, il sera impossible pour lui de sauvegarder tout le pays. Alors que Caïn rentre chez lui, Sylvia le félicite et demande dans quelle ville il sera chargé, à quoi Caïn répond que ce n'est pas encore révélé. Cependant, leurs projets de célébration sont interrompus lorsque Coran arrive avec des nouvelles troublantes du frère de Caïn, Djinn, révélant que des monstres inondent la forêt près de leur patrie. Surpris, Caïn se téléporte instantanément sur les lieux et trouve des gens évacuant en hâte. Il se dirige vers son frère et engage une discussion sérieuse sur la situation critique. Djinn révèle qu'il y a eu une augmentation significative des attaques de monstres au cours des 2 derniers mois. De plus, les aventuriers qui ont enquêté sur la question ont découvert une recrudescence de monstres féroces et erratiques. Djinn rappelle à Caïn l'assaut historique de monstres qui a eu lieu il y a plusieurs décennies et établit des parallèles avec l'inondation actuelle de monstres. Il mentionne que les archives reflètent un schéma similaire. Cependant, il souligne le manque de preuves concrètes, ce qui les empêche d'obtenir un soutien complet des chevaliers et des aventuriers. En entendant cela, Caïn se porte volontaire pour aider. Cependant, Djinn rejette son offre en raison du danger inhérent. Djinn est stupéfait en remarquant la carte en or de Caïn. Caïn se vante alors de sa victoire sur le dragon rouge, ce qui convainc Djinn de permettre l'assistance de son frère. Immédiatement, Caïn partage son plan pour recueillir des informations à la guilde des aventuriers. Une fois à la guilde, une fille au tempérament chaud demande à voir la carte d'aventurier de Caïn. Après l'avoir examinée, la fille s'exclame de surprise, et l'ami de Caïn, Rudy, arrive et le salue chaleureusement. Sans perdre de temps, Caïn lance une discussion sur l'inondation de monstres. Rudy révèle que la situation s'est aggravée, citant les blessures subies par les aventuriers. Alors qu'ils approfondissent la conversation, Millie et Nina arrivent, et Caïn explique promptement leur présence à ses anciens professeurs. À leur grande surprise, Nina révèle que la guilde les a recrutés pour enquêter sur la situation actuelle dans la forêt. Elle divulgue que les monstres dans la forêt deviennent plus forts et forment des groupes. Millie ajoute qu'elles attendent l'arrivée de son frère et de sa femme. Caïn se sent soulagé en apprenant que Claude les rejoindra. Rudy demande quel est le plan de Caïn, ce qui le pousse à annoncer son intention de s'aventurer seul dans la forêt. Inquiet, Rudy suggère à quelqu'un de l'accompagner. Inquiète, Millie et Nina préconisent également d'attendre Claude. Caïn répond qu'il doit mieux comprendre la situation. Rudy exprime son appréhension, soulignant que si quelque chose arrivait à Caïn alors qu'il est seul, la guilde pourrait ne pas être pleinement équipée pour y faire face, compte tenu du statut noble de Caïn et de sa propriété foncière. Il explique qu'il n'est pas vraiment seul. Au cœur de la forêt, Caïn invoque Aku et Djinn, qui le lèchent avec enthousiasme dès leur arrivée. Après avoir donné les ordres, Caïn leur demande d'explorer les profondeurs de la forêt. Pendant leur recherche, Caïn sent qu'ils sont observés, bien qu'ils ne puissent pas voir l'observateur. En réponse, il invoque Seth, dont la colère initiale se transforme en surprise en réalisant que c'est Caïn qui l'a appelé. Sans délai, Caïn commande à Seth d'enquêter sur la région. Immédiatement, Seth signale la présence d'une entité puissante dans la forêt et révèle l'existence de monstres de haut niveau rarement rencontrés même dans son pays démoniaque. Inquiet face aux dangers potentiels graves pour le royaume, Caïn demande à Seth de rassembler des informations plus détaillées sur la situation. Avec permission, Seth fait appel à l'un de ses subordonnés qui excelle dans ce type de travail. Dalmatia, l'un des hommes de Seth, est convoqué. Cependant, avant que Seth puisse expliquer la situation, Dalmatia remarque Caïn et s'informe sur son identité. Seth informe Dalmatia que Caïn est l'apôtre de Dieu et son contractant, déclarant que Caïn conquérera le monde. Dalmatia s'agenouille en signe de respect, ce qui cause de l'embarras à Caïn tout en exhortant Seth à commencer l'exploration. Alors que Seth révèle que Dalmatia est l'un des anciens 4 rois célestes, connu pour ses compétences en matière d'enquête, Caïn lui demande de se pencher sur la question. Néanmoins, être désigné comme élu de Dieu rend encore Caïn mal à l'aise. Soudain, Caïn remarque des taches noires sur le sol. Dalmatia explique que c'est sa spécialité. Après avoir observé de plus près, Caïn comprend ce qu'elles sont, mais il refuse la demande de Dalmatia de les voir. Il s'avère que Dalmatia possède la capacité de contrôler les insectes et de recueillir des informations à travers eux. Soudain, un monstre surgit du sol, incitant Caïn à éliminer rapidement la menace. En regardant Caïn éliminer la bête dangereuse, Dalmatia est impressionné et confirme à son maître que ce qu'il voit est le pouvoir de l'apôtre. Dalmatia est soulagé de découvrir que Caïn, Seth et lui-même ne sont pas des ennemis sinon ils seraient morts instantanément.
Caïn informe Seth et Dalmatia qu'il partira un moment et leur demande de s'occuper des choses en son absence avant de se téléporter. En ville, ils examinent les cadavres des puissants monstres. Ils sont stupéfaits car ils n'ont jamais rencontré de monstres de rang aussi élevé, certains étant même de rang AOS. Cela surprend Rudy et les enseignants de Caïn. Claude et Lena arrivent également, et Caïn leur montre les monstres vaincus de la forêt. Cependant, la présence de ces monstres forts pose un problème significatif pour leur ville. Caïn révèle qu'un monstre encore plus dangereux rôde dans les bois. Pendant ce temps, alors que Dalmatia poursuit son enquête, il découvre une menace imminente. Excité, Seth confirme si Dalmatia est toujours prêt au combat et lui dit de considérer cela comme une réhabilitation alors qu'ils partent. Cependant, Aaron remarque leur approche et réalise qu'il ne ressemble pas à l'apôtre. Il rugit et commande tous les monstres à sa disposition. Seth aperçoit la horde de monstres puissants, ignorant qu'Aaron les observe. Seth se téléporte ensuite pour informer son maître. De retour en ville, Caïn remarque Seth et se précipite dehors. Seth explique qu'il y a une urgence et c'est une attaque de monstres. Caïn presse ensuite Claude et son enseignant de rassembler tous les aventuriers et de protéger la ville. Claude demande ce que Caïn prévoit de faire, et Caïn répond qu'il s'aventurera profondément dans la forêt. Ils expriment leurs inquiétudes, mais Caïn les rassure qu'il a déjà quelqu'un de fiable. Soudain, Seth se téléporte près de Caïn. Seth rapporte le début de l'inondation de monstres. Alors que tout le monde est confus, Caïn présente Seth comme un ami qui l'accompagnera. Être appelé un ami, Seth se sent touché. Il se dirige vers la bataille imminente. Cependant, Tiphana arrive et embrasse immédiatement son fiancé. Caïn demande pourquoi elle est là, et elle explique que le margrave Graham a demandé un ordre chevaleresque d'urgence. Caïn demande si elle est venue seule, et elle révèle qu'elle est partie précipitamment et que Diam vient avec d'autres chevaliers. Elle se porte volontaire pour accompagner Caïn dans la forêt, mais Caïn lui demande de défendre la ville et sa maison à la place. Tiphana frissonne d'excitation et les assure avant de les laisser partir. Alors qu'ils courent, Seth se demande pourquoi il n'utilise pas la magie de téléportation. Caïn explique que seules quelques personnes peuvent l'utiliser, et s'il devait le faire, il n'attirerait que des ennuis sur lui-même. Caïn réprimande Seth pour avoir utilisé la téléportation en public, ce qui amène Seth à réaliser que être un humain est plus compliqué qu'il ne le pensait. Pendant ce temps, Dalmatia élimine avec enthousiasme les monstres, et lorsque Seth et Caïn arrivent, ils déchaînent des infernaux continus pour éliminer les menaces restantes. Après coup, Caïn fixe son regard dans la direction où les attend leur ennemi juré, une expression de détermination sur son visage. Aaron, arborant un sourire maléfique, attend avec impatience la bataille brutale contre Caïn. Pendant ce temps, plus tôt dans la journée, Tiphana aborde Caïn et s'enquiert de ses compagnons. Il se présente comme son ami, la femme de son ami et son tuteur. Cependant, lorsque Nina se désigne comme l'amoureuse de Caïn, cela laisse tout le monde présent stupéfait et pétrifié. L'histoire continue avec Seth informant Caïn qu'il s'occupera des monstres débordant de la forêt pendant que Caïn poursuivra Aaron. Le noble s'inquiète et demande s'il ira bien. Le prince des ténèbres le rassure en disant que tout ira bien, car il invoquera ses subordonnés pour aider à gérer le nombre de créatures. Cependant, il informe Caïn qu'une partie de la forêt sera détruite pour réussir la défense. Caïn lui permet de procéder à condition que ce soit seulement une petite partie. Les deux échangent un sourire avant qu'ils ne partent affronter le dieu maléfique. Pendant ce temps, Tiphana se tient à la porte principale de la ville, supervisant l'abri sécurisé de ses habitants. Elle donne l'ordre qu'aucun monstre ne doit s'approcher de la ville. Le reste du groupe se tourne vers Nina pour utiliser son sort de détection afin d'évaluer le nombre de créatures approchant la colonie. Elle leur dit que leur nombre continue de croître à une vitesse fulgurante. Millie se précipite dans l'action, déclarant qu'elle se rend directement dans la forêt pour offrir de la résistance. Elle avertit le groupe plus réservé que même si Caïn est fort, ils doivent être prêts car le nombre d'ennemis ne cesse de croître. Claude commente à quel point sa petite sœur est imprudente, mais il n'a pas d'autre choix que de l'accompagner car elle a raison. Il demande à sa partenaire Lina si elle est d'accord avec cette décision, et elle le frappe avec son bâton car il est évident qu'elle est prête à risquer sa vie aussi. Alors que les civils se précipitent en sécurité, ils se préparent à affronter les monstres et à stopper leur avancée. Au cœur de la forêt, Seth invoque ses sujets loyaux, les 4 rois célestes, qui apparaissent instantanément prêts à servir leur maître. Ils sont surpris de voir qu'ils ont tous été convoqués et regardent avec stupeur les flots de monstres dévalant la montagne. Seth les informe qu'un ami a demandé son aide. Ils sont stupéfaits d'entendre cela et se demandent à quel point cet ami doit être puissant pour pouvoir demander une telle faveur au prince des ténèbres. Dalmatia descend derrière eux, commentant combien il est bon de voir les 4 rois. Leur choc augmente encore lorsque le légendaire général démoniaque les informe qu'il est aussi là sur demande de l'ami de Seth. Il révèle également que cet individu a passé un contrat avec lui. À ce stade, ils veulent juste savoir qui est cette personne. Dalmatia divulgue que cette personne est Caïn, un grand demi-dieu et celui qui détient le titre de choisi de Dieu. La surcharge d'informations les assomme presque, alors Seth les assure qu'il les mettra à jour plus tard. Il transmet les ordres de Caïn de protéger la forêt et la ville. Et les 4 rois se lancent immédiatement dans l'action, rejoignant le prince des ténèbres dans son assaut. Simultanément,
Caïn se ferait un chemin à toute vitesse pour affronter Aaron. Le nombre de monstres émergents est stupéfiant. Il lance des attaques de feu de haut niveau, espérant réduire le nombre de monstres. Il atteint finalement sa cible principale lorsqu'une flamme violette passe devant lui. Caïn lance rapidement un autre sort de feu pour contrer. Les deux sorts se heurtent et se neutralisent spectaculairement. Aaron se révèle comme un dragon noir. Il félicite Caïn pour être arrivé si vite. L'ancien dieu de l'amusement révèle qu'il est seulement partiellement ressuscité, c'est pourquoi il a dû posséder ce dragon noir pour se manifester. Il trouve cela exaspérant et invoque plus de monstres pour le montrer. Fidèle à sa nature, Aaron voit cela comme un jeu pour déterminer si tous les humains seront dévorés par les monstres ou s'ils pourront offrir une défense vaillante. Pendant ce temps, le groupe arrive à la forêt et est surpris de voir des personnes flottant dans les airs qui semblent se débarrasser des monstres. Il conclut qu'ils doivent être de leur côté. Nina souligne qu'ils peuvent être des amis de Caïn et, connaissant ce dernier, ils en sont certains. Les 4 rois commencent à se plaindre qu'il y en a trop, alors Seth leur ordonne d'en éliminer autant que possible, laissant ceux qui s'échappent aux humains. Nina utilise sa capacité de recherche pour alerter le groupe que certains approchent. Les frères et sœurs se mettent en action et commencent à les engager tandis que les sorciers préparent leur sort. Au pied du Melvin, Aaron remarque que les yeux de Caïn sont agaçants car ils ont le même regard que ceux des gens qui l'ont scellé il y a toutes ces années. Il tire sur Caïn qui esquive. La puissance de l'attaque est pleinement affichée lorsqu'elle incinère les subalternes en dessous. Aaron ne perd pas de temps et en lance une autre, mais celle-ci suit Caïn alors qu'il essaie de l'éviter. Il contre-attaque en position défensive, touchant le dieu maléfique, mais c'est inefficace car Aaron émerge du feu, la bouche ouverte, prêt à mordre Caïn, qui esquive à nouveau. Aaron lui rappelle qu'il n'est pas à pleine puissance, mais le noble ne devrait pas penser qu'une telle magie fonctionnerait sur lui. Caïn se prépare à lancer une autre attaque, cette fois avec plus de magie, mais le méchant ne lui laisse pas la chance de la charger et attaque à nouveau. De retour avec le groupe, les sorciers se sont organisés tandis que Nina lance un sort de vent qui coupe les monstres. Lina lance une attaque de tempête de glace. L'équipe travaille bien ensemble pour offrir une résistance solide. Ils restent motivés en sachant que, lorsque tout sera fini, ils célébreront avec Caïn. Pendant ce temps, Caïn est poursuivi par Aaron qui le bombarde de tirs de feu. Il se retourne rapidement et invoque Aku et Jin qui sortent prêts à bondir sur le dragon noir. Il le renverse au sol, mais Aaron se relève rapidement et riposte. Les familiers sont agiles et le dragon est agacé par leurs mouvements. D'un coup de queue, il envoie Aku contre la paroi de la falaise, le laissant à découvert pour une attaque. Pendant ce temps, le groupe continue de se battre vaillamment, mais il commence à se fatiguer. Le nombre écrasant de monstres commence à les affecter. Nina s'effondre, à court de magie. Les frères et sœurs prennent le relais, mais ils se retrouvent également en difficulté lorsqu'un monstre plus puissant apparaît. Ils sont sauvés lorsque Tifana arrive avec des renforts. Elle les remercie d'avoir retenu les monstres pendant qu'ils arrivaient. Les défenses de la ville sont désormais solides, ce qui lui a permis de venir en première ligne. Cela donne au groupe un regain de confiance alors qu'ils se tiennent fermement prêts pour la prochaine vague. De retour au combat principal, Jin se jette devant l'attaque du dragon qui vise Aku. Caïn se précipite pour bloquer l'assaut et, avec la détermination de voir des sourires sur tous les visages, il active sa surcharge. Cela choque Aaron car c'était la technique cruciale qui a joué un rôle décisif lors de son scellage. Aaron commence à paniquer alors il contre-attaque avec son attaque la plus puissante, mais Caïn le surpasse avec ses vastes quantités de magie, créant même un énorme pilier de lumière. Il continue son attaque jusqu'à ce que ses familiers lui tiennent la jambe, lui donnant le signal d'arrêter. Seth et Dalmatia se précipitent aux côtés de Caïn pour voir ce qui s'est passé, mais ils commentent à quel point la situation est terrible. Toute la zone est détruite sur des kilomètres, même un trou peut être vu dans la montagne au loin. Il commence à réprimander Caïn pour avoir pris les choses trop loin, car quelqu'un de son rang devrait être capable de faire preuve de retenue. Il se demande où est le dragon noir, mais il a été incinéré. Les démons l'informent également que l'assaut a été stoppé puisque les monstres sont retournés dans la forêt. La ville est aussi en sécurité. Alors que le soleil se lève, tout le monde acclame que le cauchemar est enfin terminé. Caïn se précipite vers ses amis qui sont également ravis de le voir. Les démons observent, impressionnés par la qualité de leur choix de l'élu. Après la bataille, Caïn est convoqué par le roi, qui confirme que le pilier de lumière qu'ils ont tous vu a été produit par lui. Le roi l'informe que les habitants de la capitale ont cru à tort que ce pilier de lumière était la descente des dieux sur terre. Le noble s'excuse, expliquant que lors du combat contre Aaron, la magie intermédiaire n'était pas assez puissante, il a donc été obligé d'utiliser de la magie de niveau empereur. En entendant cela, le roi est choqué et réprimande Caïn pour avoir utilisé une magie outrageusement puissante, lui rappelant qu'il doit pratiquer l'autocontrôle. Le roi veut aussi savoir qui étaient les personnes aperçues en train de lancer des sorts dans les airs. Ils sont abasourdis d'apprendre qu'il s'agissait du prince des ténèbres qu'il a invoqué pour aider. Le roi se tourne vers Magna et se plaint d'être épuisé, bien qu'il soit censé épouser la princesse. Le roi veut céder le trône à Caïn immédiatement. Ils lui disent qu'il ne peut pas faire cela, mais il sent qu'il doit récompenser Caïn pour son travail. Il décide de lui donner un domaine à gouverner.
Une cérémonie officielle a lieu où il reçoit le titre de vicomte et le domaine de Briintel. Il sera désormais connu sous le nom de Cain von Silford-Briintel. Le noble est reconnaissant et promet de continuer à servir le royaume d'Esfort et de gouverner son domaine avec élégance. Plus tard, Tifana s'inquiète en apprenant que Cain a reçu Briintel à gouverner. Elle l'informe que la guilde des aventuriers de cet endroit est très problématique car ils aiment se comporter comme des chefs. De nombreux nobles ont été nommés à la tête de cette ville et ont tous fui. Cain empêche la princesse Telestia de protester auprès de son père à propos de cette nomination. Il lui dit qu'il est plutôt excité par ce défi. C'est une chance pour lui de construire une nouvelle ville où tout le monde peut sourire. Ses 3 fiancés sont maintenant également excités à l'idée de l'aider, mais elle rit tout en lui demandant de ne pas en faire trop. Arrivé dans sa nouvelle ville, Cain présente sa carte d'aventurier de rang A comme pièce d'identité, ce qui stupéfie le garde. La guilde tente d'agresser leur nouveau dirigeant sous prétexte de lui offrir une fête de bienvenue, sans savoir à qui ils avaient affaire. Cain lance un sort de feu léger qui endommage lourdement la reine. Ensuite, il se rend à la taverne locale pour prendre un verre. Certains aventuriers maltraitent le personnel, ce qui agace Cain et il décide de les expulser. Malheureusement, un garde passe par là et voit le nouveau venu comme l'agresseur, et l'arrête. Tout cela choque le roi. Pendant ce temps, Cain prend le thé avec Telestia et Silk et leur raconte ses aventures dans sa nouvelle ville. Ils sont interrompus lorsque le prince des ténèbres arrive, cherchant Cain pour l'aider. Sa femme a découvert son infidélité et l'a chassé du château. Il s'avère qu'il a lu un livre écrit par Adam Levine. Sa femme arrive peu après et se présente. Les filles sont surprises par sa beauté et elles s'excusent pour le comportement de son mari. Tout le monde prend son parti et le réprimande pour ses actions. Le garde continue son rapport, indiquant que Cain a fait irruption dans l'église et s'est plaint des dîmes excessives. Il a également des murs de guilde et un château encore plus impressionnant que le palais du roi. Sa femme commente qu'il a dépassé les limites. Cain est convoqué par tout le monde et réprimandé pour ses frasques. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'excuser. Cela marque la fin de la saison.